Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin pour ce vendredi sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Installez-vous confortablement avec la grande famille encore ce matin. Nous irons très loin sur les sujets aussi importants qui alimentent la République aujourd'hui. Ils sont très nombreux, les Camerounais qui ont choisi bientôt d'assiéger les commissariats du Cameroun en vue de revendiquer leur carte nationale d'identité aujourd'hui. Ils les revendiquent depuis environ 2 ans déjà et estiment être fatigués et las d'attendre qu'on leur restitue leur carte nationale d'identité. A-t-on le sentiment véritable que les Camerounais sont des sans-papiers aujourd'hui et ne peuvent pas les avoir, cette carte nationale d'identité? La question est posée. Et au-delà de cette revendication à venir, plein de Camerounais supposent que le premier problème du Cameroun, c'est l'acte de naissance aujourd'hui. Incapable d'établir au Cameroun un acte de naissance véritable, il est important aussi d'interpeller le BUNEC qui s'en occupe aujourd'hui et qu'il faudra en fait en faire un bilan afin de passer aussi à la carte nationale d'identité. Et au-delà de la carte nationale d'identité, on le sait, il y a quelques jours seulement, et l'ECAM a relancé les inscriptions sur les listes électorales. Ils sont des millions de Camerounais qui ont compris la nécessité à s'inscrire sur ces listes électorales, mais qui estiment ne toujours pas être détenteurs d'une carte nationale d'identité afin d'être détenteurs d'une carte d'électeur. Comment résoudre tous ces problèmes aujourd'hui? Comment en sortir? Est-ce que c'est en assiégeant les commissariats que ces Camerounais pourront-ils avoir raison de leur carte nationale d'identité? Est-ce que le délégué général à la sûreté nationale mesure l'ampleur assurément des dégâts à venir, mais surtout la tension qui pourra naître si jamais ceci n'est pas fait au plus tôt? Madame, Messieurs, on en parle dans cette édition de 10-12 le Zénith. Charles Hamel, Bonbon Karine, Dominique Audrey, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons encore vous servir. Bonjour Monsieur Bombok et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est facile de se faire établir sa carte d'électeur, mais demandons seulement au délégué général de la Sûreté nationale de vite nous donner nos cartes nationales d'identité. Comme ça aussi, comme c'est lui qui en a, c'est lui aussi qui établit les passeports. Donc le gars, il a préféré nous bloquer. Moi-même, je suis sans papier depuis 1 an. C'est bon. Est-ce qu'en assiégeant les commissariats aujourd'hui, les Camerounais qui vont y aller auront raison de dire qu'ils veulent leur carte nationale d'identité? Qu'est-ce qu'ils vont demander? Qui va d'ailleurs les recevoir? Non, et surtout pas. La police, chaque commissariat va vous montrer les cartes d'identité que vous avez abandonnées. Et on va assimiler ça à du terrorisme au regard de la loi de 2014. En assiégeant les commissariats, justement. Oui, tout à fait. C'est très dangereux. Donc le mieux, c'est qu'un citoyen responsable, promenez-vous avec votre carte d'identité qui n'est plus valide. Quand on vous arrête, vous allez là-bas, vous dites que ben, c'est vous. Donc c'est juste comme ça. Même dans les postes de contrôle, vous dites que chef, si vous pouvez mettre de nous. Mais en allant en masse, non, les gars là, ils sont sans pitié. Voilà. Bonbon Benga, vous l'avez très bien dit ce matin. Oui, tout à fait. Merci à vous, Bonbon. Charlamagne Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grave malaise à la mairie de Douala 5e. Plus de 22 faux diplômes détectés. Plus de 22 faux diplômes détectés parmi les responsables. Menaces venant de Yaoundé, plus précisément du Mindebel, où des coups de fil passent. Pareil pour la présidence, on veut absolument faire avec ces faux diplômés. Qui les a fait recruter? Comment ont-ils fait pour s'y retrouver alors que de véritables personnes chôment dans les quartiers? On a voulu réduire les effectifs de Camerco de 130 personnes. La chicotte est passée. On a préféré changer les hommes que de changer le matériel. Sera-t-il de même au niveau de la mairie de Douala 5e? Dans tous les cas, ouvrons grand les yeux. Autre chose, ceux qui ont été frappés de la retraite et qui devaient aller en retraite bien composée, bien restructurée, les mêmes encore sont en train, au nom du R, de recomposer des documents, dit-on, à la mairie de Douala 5e pour se faire imposer par la grande nébuleuse. Finalement, il faut avoir les textes, mais beaucoup plus les parapluies et les godasses.
Le Cameroun est-il un pays facile dans lequel il faudrait vivre? Lorsqu'on est citoyen de ce pays aujourd'hui, le Cameroun est-il un pays aussi aisé dans lequel on peut se sentir tranquille et surtout aisé, oui, en vivant au Cameroun avec ses réalités? Peut-on faire confiance aux politiques, j'ai envie de dire aux hommes, aux acteurs de la politique camerounaise? C'est des questions qui nous interpellent au quotidien. Et puis, sur ce plateau, tous les matins, on en parle. Avec vous aussi, Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi à nos téléspectateurs. Deux malfrats spécialisés dans la création des entreprises de microfinance au Cameroun ont été interpellés par la gendarmerie de Loncac hier à Yaoundé. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils créaient une entreprise de microfinance. Ils mettaient des percepteurs sur le terrain qui passaient dans les marchés ou encore dans les carrefours récupérer de l'argent aux différents commerçants. Et après cela, quand ils ont un bon butin, ils changent de ville. Parce qu'ils ont commencé à Douala, ils ont fini avec les marchés et les commerçantes de Douala avant d'aller à Yaoundé. C'est après que les commerçantes de Douala aient déposé une plainte ici à la gendarmerie d'Aqua qu'ils ont été finalement arrêtés à Yaoundé. Voilà. Il faut dire, Karine, que c'est le Aladi. Pour que les Bains Amsterdam comprennent, M. Michel Ngachou et Charles Hamel décident de créer une structure qu'ils appellent ça Tontine Ndé. On recrute des jeunes filles qui ont dû aller dans les marchés avec les habits. Elles vont dans les marchés. Grand, ce que tu as, tu donnes. Grand, de Dominique, ce que tu as, tu donnes. Bambok, ce que tu as, tu donnes. De Aladi, c'est 1000 francs, 500, 200, 200, 300, 300, 400, 500. Quand ils ont suffisamment collecté, que vous demandez, quand vous mettez la pression pour prendre les commerciaux... Aladi disparaît. Merci beaucoup. C'est très dangereux, le Cameroun. Mais en même temps, on le fait. On fait avec toutes ces... C'était le coca Aladi. Vous parlez de Coco Aladi. Attention, nous saluons tous nos frères camerounais qui nous regardent à la briqueterie, exactement à Yaoundé aujourd'hui. Quand on parle de Coco Aladi, bonjour à vous, on se comprend entre nous. On n'en dira pas plus justement ce matin. Des réalités aussi, sociologiquement parlant, des faits de société, des histoires qui sont autour de vous chaque jour et que vous nous envoyez effectivement. Nous les prenons, on va dire, à cœur joie et nous les décryptons autant qu'on peut. Dominique Audrey, bonjour déjà à vous. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Et vous avez bien sûr encore une histoire pour nous ce matin, venant de nos téléspectateurs. Oui, venant d'une téléspectatrice qui est dépitée. Elle est quasiment au bord du suicide parce que malheureusement, elle a fait confiance à un homme. Voilà son histoire. Vous voyez comment elle commence. Je n'ai pas été à l'école. C'est ce qu'elle dit? Nous dit-elle, je n'ai pas été à l'école, je faisais du commerce, disons qu'elle vendait les beignets. Et là, elle s'est mise à sortir avec un jeune homme dans le quartier. Et voilà, la relation c'était comme ça. Le jour qu'il avait faim le matin, il venait manger les beignets. Le soir, il venait prendre l'argent pour aller manger un plat de riz sauté à 300. Il ne faisait pas grand-chose, il n'avait rien du tout. Mais elle dit que le garçon était beau, il était intelligent et il adorait l'école. Malheureusement, il n'avait pas les moyens pour financer ses études. Et la fille, de temps en temps, lui donnait de l'argent. À plusieurs reprises, il a tenté le concours le plus prestigieux des écoles du Cameroun. L'ENAM. Oui, entre guillemets. Il est quand même à l'école au garçon? Non, malheureusement, il n'a pas réussi par les voies normales. Il avait au moins un baccalauréat? Oui, bien sûr, bien sûr. Et elle dit qu'un jour, il arrive à la maison et lui dit « Ma chérie, l'heure est grave. J'ai trouvé le réseau et on me demande 4 millions pour que je puisse. » La fille lui dit que là, moi je n'ai rien. Mais mes beignets quand même m'ont donné une certaine économie, donc je n'ai que 2 millions. Elle va donc voir sa mère, elle dit à sa mère, Ma, donne-moi. C'est mon gars, non? Ouais, donne-moi. Il va m'épouser, donne-moi. Et sa mère, en la traitant d'idiote, ses sœurs également, prend les 2 millions et lui donne. Elle prend les 2 millions et donne au gars, et Dieu merci, le garçon a réussi. Il a réussi. Il a eu le réseau. Oui, il a eu le réseau, ça a payé. Il a réussi son concours, il a fait sa formation et dès qu'il a terminé la formation, malheureusement ou heureusement, le monsieur a été affecté dans une autre ville. Et il a dit à sa chérie, ne t'inquiète pas, vraiment, sois patiente, je m'installe, quelques jours, tu vas me suivre. Les semaines, des mois et 1 an après, la jeune dame, elle est restée avec sa mère, elle a continué de vendre les beignets. Elle apprend que le garçon s'est mis en couple et qu'il est quasiment marié. Et quand elle lui demande qu'est-ce que ça signifie,
tout ça. Il lui dit non, tu sais, mes parents et ma fonction ne me permettent pas de me mettre avec une illettrée. Voilà. La jeune femme, elle est au carrefour. Là, vous mettez les organes. Là, vous mettez les Oui, organes. je mets les organes parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors là, vous le dites, on dirait que vous étiez la fille en même temps ce matin. Oui, vous êtes rentré dans la peau de la fille, effectivement. Donc, on n'en rit pas parce qu'il faut rire. On rit votre attitude sur le plateau. Hein. Mais j'essaie de... Oui, on ne se moque pas de la fille qui nous regarde ce matin. Quel n'est pas le sentiment qu'on se fout de sa gueule? Non, c'est une histoire qui est assez... C'est énervant, c'est choquant. Et pourtant, j'étais là à côté. Nous ne sommes pas allés à l'école. Alors, comment expliquer une pareille histoire? Qu'est-ce que ça vous explique? Effectivement, vous, Camerounais. Que les hommes nous expliquent. Que les hommes vous expliquent, vous. Voilà, Donc, les hommes sont attaqués ce matin. C'est ça? Oui. Les hommes sont attaqués. Les hommes sont obligés. Les hommes expliquer. Mais comment peut-on quand même vivre avec une femme? Du moins, on est avec une femme avec qui on fait des petits efforts. Vous voulez obtenir un concours. Comme au Cameroun, on paye tous les concours. On paye tout. On paye tout d'ailleurs au Cameroun. Voilà. Et il se bat à payer ses 4 millions. Il entre à l'ENAM. Il arrive, il a un bon job, on l'affecte ailleurs, il débarque et il dit à la fille, bah, tu sais, ma position c'est que vraiment je ne veux pas vivre avec une fille illettrée. Bon, si c'est ma soeur, je ne sais pas comment je gère ça. C'est très compliqué. Ah, vous avez laissé aujourd'hui. C'est grave, hein? C'est bien ça. Monsieur, dites-nous, dites-nous. D'accord. Vous posez la question à qui? Aux hommes, aux téléspectateurs? Les hommes nous disent non. Vous-même dites-nous, vous êtes un homme. D'accord. Donnons d'abord la parole à Karine Santia. D'abord. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme. Je ne suis pas un potentiel escroc. C'est les hommes qui doivent nous dire d'abord. Il faut qu'ils nous expliquent. Non, on va Donc, vous ne parlez pas aujourd'hui. Charles Amel veut nous dire. Charles Amel, bonbon. C'est pas vous, dites-nous. Hein? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme? Il y a un modérateur. Justement, elle pose des questions justement à cause du modérateur. Si elles ne parlent pas, ne parleront. Non, elles ont mis les organes. Elles ont mis les organes, c'est très dangereux justement. N'y mettez plus, sortez. Allez, pour faire plus sérieux, bon, Charles Amel, il y a quand même que lorsqu'on fait du chemin avec une dame, avec qui justement on a des projets, on s'engage, est-ce que ça ne s'apparente pas l'histoire justement avec l'escroquerie ce matin? Monsieur Michel Ngachou, nous sommes vendredi. Si à la fin de cette émission, vous me dites que vous avez soif et que je vous demande qu'on aille prendre une bière, je vous offre la bière et sous la capsule, il y a 13 millions. À qui appartient la capsule? C'est lui qui tient la bière. Ah, celui qui tient la bière. Bien sûr. Et vous faites quoi de celui qui a offert? Ça le conseil. Gentiment pour se partager. Transposer donc le même problème sur la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Michel Ngachou, il n'y a jamais eu de contrat. Il n'y a jamais eu de contrat. Il n'y a jamais eu d'engagement. Il n'y a jamais, je dis bien jamais eu d'engagement. Rien. Pas de garantie. C'était le batifolage. Il batifolait. Charles Amel a fait. Monsieur Michel, oui, soulevez même le tonnerre, si vous voulez, le volcan. Soulevez même le volcan. Monsieur Michel Ngachou, je crois quand même que 2 millions n'est pas une somme. 4 millions. J'ai dit 2 millions. Elle a sorti 2 millions. Et sa mère? J'ai dit elle a sorti 2 millions. Oui, elle a sorti 2 millions. C'est 2 millions qu'elle allait prendre chez sa mère. 2 millions. J'ai suivi l'histoire attentivement. Monsieur Michel, vous prenez 2 millions. Vous allez donner à votre gars. Sans signature. Non, c'est-à-dire, il n'y a rien qui matérialise même le sentiment que vous éprouvez. En aucun moment, sachant que le gars était arrivé à l'âge des concours, il y a eu rencontre de 2 familles. Regardez, la maman va jusqu'à dire idiote. Traiter la fille d'idiote. Ça veut dire qu'ils ont lu jusqu'où la relation n'avait aucun socle granitique, pour employer l'expression de quelqu'un. La relation ne reposait sur rien. Et c'est là où je dis qu'il y a une différence entre une femme réfléchie et une femme irréfléchie. La femme réfléchie fonctionne et voit le monde sous le prisme de son père. Tandis que la femme irréfléchie fonctionne comme sa mère aux pulsions, aux émotions, à la passion. Elle était guidée par la passion. C'est la passion qui l'a guidée.
Vraiment, il va être dans une école, il va faire ceci, il faut que je me sacrifie, il faut que... Elle s'est donnée littéralement au garçon sans mettre des garde-fous. Quels sont les garde-fous? C'est comme une fille qui dit, comme j'ai fait l'enfant avec Charles Hamel, désormais, il ne pourra plus rien. J'ai fait l'enfant avec lui, l'enfant là va nous lier jusqu'à la mort. Mon œil. Mon œil. Je dis mon œil. Il est sérieux. Très sérieux. Je suis dépassé. Donc, monsieur Michel Gatchou, ce qu'on a fait, c'est récupérer son argent. Comment? C'est tout, non, je t'ai aidé. Mon agent t'a aidé. Rembourse-moi juste au moins, quand on te rappelle, rembourse-moi mes 2 millions. C'est tout. Ça me permet de continuer ma vie. Mais ce n'est que la seule chose. 4 millions. C'est 2 millions, monsieur Michel Gatchou. Elle n'avait que 2 millions. Elle n'avait que 2 millions. Elle a donné le gars à compléter. Rembourse-moi juste mes 2 millions. Notre affaire s'arrête là. Qu'elle ne mette pas, moi je lui donne comme conseil, vraiment qu'elle ne mette pas les organes. Parce qu'une chose est sûre. Mais écoutez, si elle a fait... Non, mais vos histoires d'organes, moi je comprends pas, c'est pas. Mettre le cœur dedans. Mettre le cœur. Voilà. Je termine en disant, Sans plus explicite. Je termine en disant, monsieur Michel Gatchou, en bantou, ce qu'elle dit, elle a fait qu'elle a compté l'histoire, mais je terminerai en disant, si au fond, en une seule seconde, ce garçon lui a promis quelque chose, si en 10 minutes, ce gars a pu lui dire, je m'en vais, comme je m'en vais, je reviens, je te prends, et que tel n'a pas été le cas, sans aucun justificatif, il dit un justificatif clair et plausible, que cette fille rentre, elle s'enferme dans une chambre, elle pleure, véritablement, elle coule des larmes, elle fait le deuil. Le karma va répondre à ce jeune garçon. C'est pour ça que je dis la seule chose, elle a été fautive parce qu'elle n'a pas entouré cette relation des différents garde-fous. Elle s'est laissée aller. C'est comme moi, je peux batifoler avec Dominique Audrey, je batifole, on s'amuse. Vous savez, il y a des relations qui ne sont basées que sur le plaisir parce que Dominique Audrey danse bien. Elle danse bien, la Siko, elle danse bien. Tous les vendredis, quand je vais aller un peu m'amuser, on va s'amuser. Ce n'est que là, basé sur ça, il faut définir une relation qui est faite pour durer, une façon de commencer, une façon de fonctionner. Une relation qui n'est basée que sur le sexe, a une façon de se faire, une façon de s'organiser. Donc je pense qu'il faudrait, M. Michel Gatchou, qu'elle se taise, qu'elle réclame juste son argent, qu'elle pleure, le karma fera le reste. Attendons justement de voir nos petites sœurs qui nous regardent ce matin et nos sœurs en même temps. Des questions sont posées. Vous sont posées ce matin, comment vous appréciez l'histoire? Là je parle bien sûr aux filles qui nous regardent. Il est important que vous sachiez qu'il y a quand même des garde-fous à se mettre dans la vie, comme l'a dit très bien Charles Hamel. Karine n'aurait pas peut-être voulu s'exprimer là-dessus un peu plus tôt. Au moins, parce que c'est important que l'on sache la belle sanction. Ce que les hommes pensent, pourquoi ils font ça. Bon, Dominique, calmez-vous, vous allez parler, ne vous en faites pas. Mais vraiment, je le dis en tant que garçon aussi, hein, est-ce que ça ne s'apparente pas vraiment à de l'escroquerie? Parce que prendre quand même 2 millions de la fille, allez réussir votre concours et lui dire par la suite que vraiment, comme tu vois, même comme ça la mère a dit qu'il n'y a pas de contrat, entre vous, mais est-ce que de façon réelle c'est logique? Est-ce que c'est des attitudes à avoir dans une vie normale? N'est-ce pas méchant quand même? Justement, on condamne la fille parce qu'elle ne veut pas se placer dans une vie normale. Pourquoi ne pas condamner le garçon aussi? Mais si, c'est un escroc. D'accord. Le garçon, c'est un escroc. Nous avons, premièrement, on a vu ces histoires-là longtemps. Moi, dans les années 80, il y avait 2 couturiers à Yaoundé qui n'ont pas été à l'école comme moi, mais ils ont pris sur eux de payer, de financer la scolarité de leur chérie. Voilà, une a eu la licence en droit, elle est devenue avocate, à Barré. L'autre est allée au CUS, elle est devenue médecin par la suite, à Barré. Vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont préparé un après-midi, ils ont allé avec les ciseaux et découper cette fille-là et terminé. Et c'est eux-mêmes qui sont allés se présenter à la brigade gendarmerie en Guayaquil pour dire que nous venons de tuer tant et le reste. Donc c'est ce qui est passé. Ce garçon, c'est un escroc, c'est tout. Mais justement, c'est pour ça qu'on dit aux filles et aux garçons, quand vous rencontrez un gars que vous aimez, venez jamais dire à votre maman, si je ne l'épouse pas, je vais mourir. C'est sûrement que c'est ce comportement-là. On vous dit toujours, aucune personne au monde ne peut voir sa nuque.
Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un d'autre qui voit votre nuque et qui vous dit comment vous êtes. Vous ne pouvez pas. Donc souffrez que quand le cœur a flashé, que quelqu'un vous voulez faire une vie avec quelqu'un, vous vous référez à ceux qui ont fait cette vie-là avant vous, notamment votre maman. Votre maman, vous avez des aînés. Ce n'est pas... Je dis souvent, on ne fait pas le monde avec 7 milliards de points de vue. Nous sommes apparemment 7 milliards d'individus au monde. On ne va pas faire le monde avec 7 milliards de points de vue. Il n'y aura jamais une vue communautaire qui va tenir. Donc ce garçon, c'est un escroc. Il avait fait ses calculs. Maintenant, il aurait été, parce que ça aussi, il y en a. Je connais des gens dans la haute administration. Une femme, je connais une femme qui est colonel. Une autre. D'abord, c'est aussi une de mes filles qui est commissaire de police, elle est commissaire principal, mais son mari est gardien de la paix. Il vient de passer inspecteur de police l'année qui est passée, mais elle était commissaire. Donc ils s'aiment, ils sont engagés ensemble. Mais les parents, que ce soit la dame qui est colonel et son mari qui est cette année, vient de prendre ses galons de lieutenant, de colonel. Les familles les ont accompagnés et justement à ce moment-là on met en exergue l'incompatibilité d'humeur qui va exister et on vous encadre à cela. Très bien. À ce moment, et c'est le garçon sur qui on veille, on dit toi qui fais l'école là, je pense que tu ne vas pas. À ce moment-là justement, si demain il arrive qu'il prenne des chemins comme il a pris là, le karma le frappe. Karma le frappe. D'abord, sa maman va commencer à lui dire, moi, c'est ma femme. C'est ma belle-fille là. Que tu vas prendre là, ça, c'est ma belle-fille. Elle, au moins, elle sait me suivre. Elle sait un peu. Parce que elle, être dans le feu et l'huile pendant des années pour économiser 2 millions, mais vous ne pouvez pas avoir une fille aussi entreprenante. Ce n'est pas parce qu'elle aura pris une fille qui, je ne sais pas, elle est médecin, elle est quoi, magistrat ou peut-être sont dans leur promotion à l'ENAM, qui va autant économiser et être aussi entreprenante que cette fille-là. Très bien. À ce moment, dans ce genre de truc, comme maman t'a dit, tu rentres ma fille, comme tu fais les beignets haricots bouillis, prends seulement un beignet qui ne chauffe pas, là où tu faisais tes beignets. C'est tout. Le soir, quand c'est calme, il n'y a plus le feu, tu découpes ce beignet-là, tu parles à tes ancêtres, tu coupes ça et un peu de haricots et de bouillie. Tu parles sérieusement en enlevant les pieds, en te déchauchant. J'ai dit bien, il faut veiller à ce que le feu soit éteint. Vous allez tuer les gens ce soir. Tu parles à tes ancêtres. Oui, il faut éviter de rencontrer ce genre d'individus. Tu parles à tes ancêtres en versant d'abord le beignet, tu découpes ça en 6-7 morceaux, 8. Tu verses le haricot et la bouillie. Tu parles à tes ancêtres, tu peux rester calme. Voilà. Ne te plains pas. Donc, si ce gars nous écoute ce matin, qu'il a rapidement remboursé son 2 millions, mais peut-être. Mais quand même, oui, s'il nous écoute justement, en attendant que la fille rende pratique les conseils de Bonbon Benga, parce que le karma reste très dur pour lui. Je voudrais, Karine et Dominique, on voit le cas de ce garçon, ce qui est inacceptable pour tout le monde ici sur le plateau. Et on se met à la place de la fille, on est choqué. Qu'est-ce qu'on fait des filles qui prennent sur elles justement de faire la même pratique que le garçon par rapport aux autres hommes? C'est-à-dire que vous n'avez rien. Je n'ai jamais entendu. Vous avez entendu. Ne faites pas semblant de m'écouter. Même mon histoire. Vous posez la question à qui? Permettez. L'autre là, monsieur, Non. j'ai une histoire. On reste dans l'histoire. Non, restons dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait des filles qui réellement, Karine, elle n'a rien, elle tombe sur un gars qui l'encadre, qui lui donne tous les rudiments nécessaires pour évoluer. Une fois devant demain, elle renie carrément le garçon. Comment est-ce qu'on supporte ça? Comment est-ce qu'on supporte ça aussi? Le crime est le même. Voilà. Le crime est le même. Quand vous faites des promesses, il faut vous atteler à les respecter. Le crime est le même. Si vous avez promis à un garçon que je vais t'épouser, attends d'abord que je fasse mes études et tout, et puis le gars commence à financer et vous prenez, le crime est le même. C'est pourquoi ici sur ce plateau, nous interpellons souvent les parents qui laissent que des étrangers prennent en charge l'éducation de leurs filles en payant les frais. Ce garçon est un escroc et il a préparé ce coup avec sa famille. Je m'explique. Vous ne travaillez pas.
Vous avez fini, vous êtes au quartier, vous flânez, vous marchez ici, vous mangez les plats de riz, vous marchez là-bas, vous mangez les plats de haricots, vous marchez là-bas, vous mangez les plats de beignets, sans acheter, sans payer. Vous venez avec 2 millions un beau matin pour négocier un concours, papa prend. Il vous demande que ça sort d'où? Il y a d'abord les argents qu'on n'entre pas dans certaines maisons avec. Tu vas entrer chez nous avec le genre d'argent là, ça a commencé comment? Tu vas expliquer d'où ça vient. Ces parents-là peuvent le mettre même dans la sorcellerie. Si le gars avait agressé quelqu'un, découpé les bras pour prendre cet argent, ses parents auraient toujours accepté parce que la solution, c'est que leur fils doit réussir. Il n'a pas de bons parents. C'est de ça qu'il est question, d'abord. Après, il n'aurait pas de bons parents parce qu'on ne juge pas les parents. Je ne suis pas en train de juger, je donne mon point de vue. Il n'a pas les bons parents et ce que je pense, c'est ça. Parce que. Non, c'est votre point de vue. Oui, c'est ce que je dis. Ce que je pense, c'est ça que je dis. Okay. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison, vous dites. Il n'a pas négocié ça seul. Qui a complété? Il ne travaille pas. Il a pris. Avant de dire à ses parents que papa, j'ai déjà 2 millions. Ses parents n'ont pas demandé que tu as pris d'abord ça où? On a complété, il a réussi. Maintenant, il dit encore que ce sont ses parents qui jugent que déjà son statut social n'est plus au niveau d'une vendeuse de beignets. Monsieur, on lave les vendeuses de beignets. Vous savez ce qu'elles deviennent? Des femmes d'entreprise qui entreprennent dans la pâtisserie. Donc arrêtez de nous raconter qu'elle n'est plus à mon niveau, elle n'est plus assez bien pour moi, c'est n'importe quoi. Il va épouser qui, sa camarade Léna? Certainement. Ils ont un peu tous les deux. Non, parce que s'ils ont un peu tous les deux, ils savent là où ils se sont rencontrés, ils savent comment ça se passe. Moi, je ne veux pas entrer dans les dessous de table. Ces gens, ces personnes qui réussissent. Est-ce que fondamentalement, justement, les deux qui sont mis ensemble, est-ce qu'ils s'aimaient d'abord à la base aussi parce qu'il faut. La fille aimait, elle était seule dans son film. Et il a montré qu'il aimait aussi. Voilà. La fille, elle était amoureuse éperdument. Et je vois, elle met l'argument du fait qu'elle n'est pas là à l'école. Ça n'a rien à voir. Mais puisqu'on lui a dit après que tu es illettré. Ça n'a rien à voir. Je dis rien à voir. L'école, ce n'est pas quelque chose qui définit la réussite d'un individu. Parce qu'au Cameroun, c'est la preuve. Mais est-ce que peut pas. Ceux qui ont réussi au Cameroun ne sont pas forcément allés à l'école. Permettez un peu, Karine, je fais une petite virgule. Est-ce que c'est pas important? Parce que moi, je le dis tout le temps aux proches, il est important d'envoyer nos filles à l'école. Quand une femme quand même va à l'école, vous vous rendez quand même compte qu'il y a des. Monsieur Ngachou, je le dis. Ça veut dire que vous faites souvent l'émission si vous êtes dehors. Parce que monsieur Mbachou avait dit sur ce plateau que la femme ne doit pas aller à l'école. Qu'une femme qui part à l'école n'est pas une femme qu'on peut marier. Non. Monsieur Mbachou avait dit ça sur ce plateau. Je veux relance pour dire que. Il a dit qu'une femme qui l'école a gâté nos enfants. C'est pas nous l'inventer. L'école a gâté les femmes. Parce qu'elle a tendance à oublier ce qu'elle ne doit pas perdre. Par conséquent, une femme qui n'est pas là à l'école. Par conséquent, elle devient dangereuse pour le Voilà une femme qui n'est pas là à l'école. Elle n'est même pas dangereuse, ni pour elle, ni pour la mouche. Elle ne pourra même pas fouiller le téléphone. Elle ne peut même pas. C'est sûr qu'elle ne connaît même pas manipuler le téléphone Android, comme elle est là. Mais là, ça ne pose pas un problème pour l'homme. Elle n'a plus le niveau pour un garçon. Elle n'a plus le niveau pour le garçon pour lequel elle s'est peinée, elle s'est entretuée. C'est sûr que pendant ce temps, il y avait un monsieur qui observait cette fille, il voulait tellement de cette fille, elle ne le gérait même pas. Elle était là sur un petit garçon au quartier et qui l'utilisait. Permettez, d'accord. Dominique Audrey, monsieur, votre point de vue là-dessus. Moi, je posais la question. Une fille doit quand même aller à l'école, non? Je parle terre à tête pour qu'on se comprenne. Logiquement. Une fille va quand même à l'école, non? Au même titre que les garçons. Alors, la fille n'est pas là à l'école. Admettons que les parents de la fille n'avaient pas d'argent. Oui. Le gars a eu la chance de tomber sur cette fille. Il a eu la chance. Il a eu la chance de tomber sur cette fille. Elle est tombée très amoureuse de lui. Lui aussi. Mais est-ce qu'en vous mettant ensemble, vous ne vous rassurez pas d'abord que c'est vraiment ce que vous voulez? Quoi? Parce que moi, je me souviens quand même qu'il y a des parents. Et les parents, quand tu viens rencontrer un père et sa fille, il te dit, mon fils ou ma fille, rassurez-vous d'abord que c'est exactement ce que vous voulez. Michel Ngachou. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que la fille doit faire? Dites-moi, lorsque l'une des petites amies que vous avez pu avoir dans votre passé, avant de vous mettre avec elle, vous êtes d'abord allé voir son père? Pour tout engagement sérieux? Si. Au début, on est là pour un engagement sérieux ou bien on se met d'abord ensemble et... Vous me posez la question, je vous réponds, je dis oui, je l'ai fait. Donc vous avez accosté la fille et vous êtes allé voir son père. Effectivement. Sauf que les réalités au Cameroun, les réalités quotidiennes, ça ne se passe pas comme ça. On se met ensemble, on voit si ça passe et c'est lorsqu'on a fini par s'entendre et être sûr qu'on veut aller loin, c'est à ce moment que les parents interviennent. Bon, moi je ne sais pas dans quelle partie du Cameroun vous vivez. Hein. Non, on est passé quand même pas. À Minifem là-bas, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. Il y a que moi, le problème que j'ai avec cette dame, c'est qu'elle a pensé que
comme j'ai eu celui-ci et que je ne suis pas allée à l'école, oh mon Dieu, je n'avais même pas imaginé qu'un homme pouvait me regarder. Non, madame. Non, madame. Connaissez-vous le nombre de personnes dans votre entourage qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont fini par apprendre après avoir grandi? Et c'est malheureusement ça le problème. On a le complexe qui fait que quand on a dépassé un certain âge, on se dit qu'on ne peut plus apprendre. Si on a dépassé 20 ans et qu'on n'est pas allé à l'école avant, on ne peut plus aller à l'école. Au contraire. On peut toujours aller à l'école. Au contraire. Aujourd'hui, il y a l'école en ligne. Vous pouvez aller à l'école sans que personne ne le sache. Il suffit simplement de payer pour ça. Vous pouvez apprendre avec des professeurs particuliers. Moi qui ai un cerveau dur comme ça. Oui, Père Mombo, on va un peu te punir, ça va entrer. Fin des fins. Madame, c'est une erreur de penser que les hommes doivent être avec vous par pitié et vous donner de votre argent. Jamais, jamais. À part l'école, vous êtes parfaite. Vous êtes l'incarnation de la femme devant laquelle moi je me prosternerai. Parce que vous sortez et vous pouvez prendre en charge votre famille et ce gigolo et plein d'autres à côté. Oui, parce que vous l'avez prise en charge. Donc, il ne valait rien à côté de vous. Donc, pour elle, elle est passée par là, elle a déjà bouffé la tontine. Pour les autres aujourd'hui qui sont en train d'entretenir pour les autres qui sont en train d'entretenir les hommes en se disant vraiment, j'ai déjà un enfant, si je ne fais pas ça, il ne va pas m'accepter, j'ai déjà 30 ans, s'il ne m'épouse pas, je vais finir vieille fille. Non, 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 arrêtez ça. C'est la femme qui se donne de la valeur. C'est la femme qui se met sur un piédestal. Ce n'est pas un homme qui viendra vous mettre très haut. Non, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous vous donnez moins cher, on vous prend à crédit. Parce qu'on peut rembourser n'importe quand. Donc il faut arrêter. Vous vous moquez de moi ou quoi? Non, Charles, même tu n'es pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Et c'est bizarre qu'aujourd'hui, on ne condamne pas un homme qui prenne de ce que la femme lui donne, hein, bizarrement. Et chez les Bantous aujourd'hui, non, vraiment, ça ne dit rien. C'est une femme qui est faible et tout. Bon, vous n'êtes pas à sa place, mais vous lui dites quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? Est-ce qu'elle doit suivre le rythme de bonbon pour poser ce plateau? Non, non, non. Elle fait Pourquoi? quoi? Elle fait comment? Ça ne sert à rien. Reste tranquille. Ça ne sert à rien. Je vous dis, ma grand-mère disait de son vivant que si vous vous mettez avec un homme et que vous avez investi des choses dans cette relation et que vous arrivez au point où vous devez vous séparer de la maison, par exemple, vous prenez vos vêtements et vous dégagez. C'est tout. Tout ce que vous avez pu acheter et tout ça, vous laissez ça là-bas parce que ça ne vous servira à rien. Et ma mère, à son tour, a dit, lorsque vous vous mettez avec un homme, mettez-vous toujours dans la tête que ça peut finir. Le mariage, ce n'est pas le forcing. C'est pas le forcing, c'est pas obligé que vous terminiez avec une bague au doigt. Ça peut finir, c'est rien. Est-ce que ça a coupé? C'est rien, 2 millions Pendant qu'il se formait, elle faisait quoi? Elle cherchait toujours l'argent. Alors, vous avez les statistiques. Et il faut pardonner. Il faut pardonner. Vous avez les statistiques des femmes qui ont rendu les hommes néants. Malheureux et néants. Jamais entendu pas parler. Le problème. Ce gars, il est escroc, il doit être puni. Voilà. Rapidement, je vous en prie. Je maintiens que l'école est dangereuse pour la femme. Je maintiens. Voilà, vous ne nuancez pas quand même. Je dis, je maintiens. Donnez-moi un cours à l'école qui porte sur comment reconnaître un violeur, un bandit et reconnaître le mari de sa vie. Donnez-moi le cours. Quel est le modèle? Il n'y en a pas. Hein? Il n'en existe pas. Merci bien, monsieur Michel. Oh, dans l'école de la vie, on vous apprend tout. Dans l'école du mariage, on vous apprend à savoir discerner dès le premier sourire l'individu qui vient vers vous. De par la démarche, un être qui marche, un être dont les talons touchent le sol le premier, les talons, lorsqu'il marche, il pose les talons le premier, il a un style de vie. Une femme qui marche avec les pointes des pieds, dont les pointes des pieds touchent les premiers, elle a celui qui pose les pieds. L'école du mariage, l'école de la vie enseigne tout cela, monsieur Michel. Y compris la position des ongles du doigt. La position, on enseigne tout cela. On te dit, une femme qui a les ongles comme ça, une homme qui a des ongles comme ça. C'est seulement l'école de la vie. Oui. Aujourd'hui, que cette femme, à aucun moment, elle nous a dit, dès le débat et l'entame de cette émission, qu'elle suivait le beau. Tout ce qui est beau est bien, mais tout ce qui est bien n'est pas forcément bon.
Voilà. Elle a suivi le beau. Merci. Et elle était victime de son beau. Maman l'a insulté, elle n'a même pas écouté sa main, sa propre main. Et vous voulez dire que les hommes ont fait comment? Il a promis à la fille qu'elle la suivrait. Il lui a dit, attends, je m'installe. La promesse n'engage que ceux qui la font. Madame, permettez-moi. Lorsqu'un homme vous dit, je vais t'épouser, chérie, quelle est la garantie? Je vous en prie. Posez la question, quelle est la garantie? Merci. Ça veut dire que le bien ce n'est pas au mariage. Ça ne l'a jamais, voilà. Voilà, merci. Il faut simplement aller lire encore le corbeau et le renard pour comprendre en réalité ce que cache cette fable de La Fontaine. C'est La Fontaine, non? Le corbeau et le renard. Je peux me tromper, mais je pense que c'est La Fontaine. Maître Corbeau planté sous un arbre tenant sur son... En franc anglais, c'est mieux, non? Non. Allez justement lire cette fable-là pour comprendre justement le fond. Mais surtout, il est important de dire que moi je pense que les femmes doivent aller à l'école. Oui. J'insiste que la femme doit aller à l'école. Bien sûr. Parce qu'en fait, lorsqu'on va à l'école, il y a quand même un niveau de raisonnement que sans famille. Vous traitez cette fille de bête? J'ai pas dit ça. C'est une insulte. Non, c'est pas une insulte. Non, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Mais non. Une fille, mais je ne... vous avez des individus qui sont allés à l'école. Vous avez des individus qui sont allés à l'école, qui ont des masters, qui écrivent à la place de l'heure, qui sont capables de voir. Voilà une vraie fille. Je suis d'accord. Non, n'insultez pas son intelligence. On n'insulte pas son bateau. Cette fille, elle est allée à une école. Comme ça. Elle est allée à une école. Une école de la vraie. L'école de la vraie. Donc celle de Charlemagne ne sert à rien. Le problème, c'est qu'elle-même, elle ne se donne pas cette valeur-là. Merci. C'est ça Le code de la vie, c'est Merci. Je vous en prie. Gardons le cap. On en reparlera au courant de l'émission. Tout de suite, madame, monsieur, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la maltraitance des indigents dans les formations sanitaires de ce pays. Le Cameroun vient d'achever le tournage d'un long métrage baptisé « Otage de la pauvreté », un film qui se tourne essentiellement dans les prisons des hôpitaux de ce pays. Lorsqu'on installe un nouveau directeur dans un hôpital, la première recommandation qu'on lui donne, c'est de construire et d'aménager un espace prison pour les ex-patients. Comment comprendre que l'hôpital, au fil des temps, se soit transformé en une sorte de prison pour pauvres? Dites-moi quelle est l'identité de ce régisseur de prison et celui des gardes prisonniers. Pratique tout à fait étrange de par son côté déshumanisant, qui a fini par se répandre dans les hôpitaux camerounais comme une traînée de poudre. Au Cameroun, si vous êtes malade et vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Au Cameroun, si vous êtes malade et vous ne maîtrisez pas le circuit, le diagnostic, la posologie même, le circuit dans les hôpitaux, vous êtes mort. Séquestration pour non-paiement de soins. Pourtant, le décret numéro 82/412 du 9 septembre 1982 a encadré les modalités d'octroi des secours de l'État aux indigents et aux nécessiteux. Allez consulter l'article 1er qui précise que sous réserve de cas relevant du régime de la protection civile, toute personne physique de nationalité camerounaise, réputée indigente ou nécessiteuse, peut prétendre au bénéfice des secours institués par le présent décret. Allez lire l'article 2, l'article 3 et finalement l'article 10 pour comprendre à travers ce décret que tout est fait pour prendre en charge la personne indigente dans ce pays. Mais pourquoi? Pourquoi ne prend-on pas en charge, même lorsque les cas sont avérés, les personnes indigentes? Dans un hôpital de la place, pour ne pas citer l'hôpital La Quintini, un ancien directeur avait dit il y a une différence entre un indigent et une personne en difficulté. Reste à définir. Était-ce un mot politique? Point d'interrogation.
Quelle est la différence donc entre un indigent et une personne en difficulté? Est-il évident de définir qui est indigent dans un pays où près de 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté nationale? Sur haute instruction du ministre de la Santé, le professeur Noël Emmanuel Somba, directeur de l'hôpital Akintini de Douala, a procédé à la libération le samedi 2 janvier 2021 d'une vingtaine de patients indigents dans sa formation hospitalière après l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé le 1er janvier 2021, ou encore là-bas, près de 21 personnes, des patients insolvables, ont été libérés. Le 1er janvier 2021, le ministre Manaouda Malachi a fait le tour des hôpitaux de district de Mvorada et Foulane, Biémassi, ainsi que celui de la Cité Verte, avec comme expression « Je suis venu vous donner la bonne année ». Bonne année de la libération. Pourtant, en 2019, septembre 2019, dans une circulaire, il avait proscrit la séquestration, la rétention des personnes indigentes. Allez donc poser la question. Pire, le ministre dans cette tournée est allé jusqu'à dire que le ministère en charge de la Santé prend sur lui de régler tous les frais. Il a demandé en sorte que toutes les factures de ces indigents lui soient reversées. Pour la ville, pour l'hôpital Akintini de Douala, nous semblerons être, je peux me tromper, à 75 millions de francs CFA. Où est-ce que le ministre va-t-il prendre l'argent? Dans quelle caisse? Pour régler les sommes de ces indigents? Point d'interrogation. D'ailleurs, dites-nous où est passé le fonds de solidarité, nous comprendrons. Savez-vous que dans certains hôpitaux, c'est parfois les visiteurs qui participent de manière bénévole à la prise en charge des séquestrés? Parfois on arrive, c'est une dame qui vous dit « Mon bébé n'a pas pris le biberon depuis le matin ». Vous enlevez un 3 000 ou un 4 000 pour payer le lait qu'elle puisse nourrir son enfant. Pourtant, vous venez vous-même vous faire soigner. Savez-vous que dans certaines formations sanitaires, on demande à la mère de laisser le bébé en consigne, d'aller travailler et revenir s'occuper du bébé le soir en payant petit, comme on dit là-bas. Savez-vous que là-bas, dans certains hôpitaux, on rejette parfois la maman dehors, on conserve le bébé en disant « Va te débrouiller, on va trouver quelqu'un qui va s'occuper de l'enfant ». Voilà un circuit où parfois des bébés disparaissent. La maman, lorsqu'elle revient payer, on dit attendez qu'on va contacter la dame. Jusqu'à ce que vous vous fatiguez, la femme devient introuvable. Cas de cette maman qui braise le poisson à Bépanda, qui n'a pas pu revoir sa fille parce qu'elle n'avait pas de quoi payer. Comment comprendre qu'une fois l'insolvabilité du patient constatée, celui-ci convalescent de son état est immédiatement retenu contre son gré dans les locaux de l'hôpital sous la garde du personnel de sécurité qui leur inflige les services les plus ignobles? Cas de ce patient à l'hôpital gynéco-obstétrique, une femme qui venait de se faire opérer. À peine elle a atteint l'heure où il fallait sortir ces jours de sortie, on l'a libérée demandant qu'elle paye. Elle n'avait pas de quoi payer. On a obligé cette femme à désormais faire la propreté dans les toilettes de l'hôpital. Une femme qui sort de l'opération. Bravo, bravo à nos chers médecins. Humiliés, l'honneur bafoué, ployant le dos sous le fardeau des insultes et autres colibets, certains personnels de santé n'hésitent pas à narguer les malades insolvables en leur faisant comprendre que le ministre de la Santé est dans son bureau à Yaoundé et que sur le terrain, c'est toute autre réalité. Pour un adulte, cela passerait, mais imaginez même alors le cas d'un nourrisson entassé au bas des cages d'escalier, un nourrisson d'à peine 10 jours, sous les cages d'un escalier, avec la poussière, les microbes, les araignées, et des médecins qui traversent. Madame payée, ouais, la mère paye, tu sens, non? Appelle la famille. Mon Dieu. Quel est donc le rôle des services sociaux au sein des hôpitaux?
Comment l'hôpital peut-il avoir le cœur de séparer une maman de son enfant à cause d'une sombre histoire d'argent? Quelle différence y a-t-il donc entre celui qui laisse pour une situation et vient en sauveur comme le ministre de la Santé et le directeur de l'hôpital qui peut prendre son stylo, signer et dire « Madame, sortez ». En réalité, ça mérite une minute de silence, cette colère, Charlemagne Bachou, parce que ce que vous reprochez, bien évidemment, ce matin, c'est très grave quand même. C'est très grave quand même dans les hôpitaux si on en arrive à ce niveau où on parvient à mépriser une dame qui sort d'opération, imposant à cette dernière de laver les toilettes avant de sortir de l'hôpital parce qu'elle ne parvient pas à finaliser une facture dans un pays qui s'appelle le Cameroun, où on a un ministère de la santé publique, où on a un ministère des affaires sociales, où on a un ministère de la promotion de la femme et de la famille, où on a bien évidemment des ONG, des associations qui militent en faveur du bien-être des uns et des autres. C'est extrêmement grave quand même ce que vous nous renvoyez ce matin. Et ces indigents sont très nombreux aujourd'hui dans les hôpitaux parce qu'à un même moment donné, des messages nous parviennent où on nous fait savoir que dans certains hôpitaux, au moment où on parle, on a éteint la télévision. C'est bien grave, ça ne sert à rien, mais on en parlera. C'est très grave. Karine Santia, c'est une colère justifiée ce matin quand même. Oui. Et il faut se poser toutes ces questions. Charles s'interroge, vous aussi vous vous interrogez. Et ce n'est pas un sujet qu'on doit parler et s'éloigner des articles parce que les médecins et les services de santé, nous aussi on y vient, mais sauf que nous on observe ce qui se passe et il y a quand même des lois qui sont attribuées à l'exercice de vos fonctions. Et selon le décret numéro 82/412 du 9 septembre 1982 fixant les modalités d'octroi des secours de l'État aux indigents et aux nécessiteux, l'article 2 précise que après enquête sociale réputée indigente et nécessiteuse, toute personne handicapée physique ou mentale ne pouvant pas en raison de son état. Il y a une virgule. Oui. Le mental, virgule. Toute personne ne pouvant pas. Oui, parce qu'on peut dire mental, virgule, ne pouvant pas, en raison de son état, participer à l'effort productif générateur de revenus. Voilà. Toute personne rendue temporairement telle en raison des circonstances imprévisibles. Donc, sans la virgule, ça aussi, ça s'applique. Ça s'applique. Donc, vous pouvez être handicapé ou pas, du moment où vous êtes dans un service de santé, et surtout public, et que vous êtes indigent, vous n'avez pas de quoi payer, on doit vous soigner gratuitement et vous libérer pour que vous rentrez chez vous. L'article 3. Secours immédiat ou de première urgence lié à la satisfaction des besoins nés de tout cas social réclamant une assistance publique immédiate ou ponctuelle. Les secours durables liés aux cas sociaux nécessitant une aide publique soutenue. Alors, ça veut dire quoi? Il y a des secours qui doivent être rapides. Quelqu'un arrive dans un centre hospitalier, par exemple, elle veut mettre au monde son bébé, que ce soit par opération ou bien par voie normale ou un accidenté, on ne doit pas dire que caution. Là, l'immédiat. Article. Parce que là, vous êtes une personne indigente. Vous ne pouvez répondre de rien. Vous êtes d'abord malade, on doit d'abord vous soigner. On finit de vous soigner. Maintenant, on interroge vos actifs. Si vous n'avez rien, là maintenant, vous devenez une personne indigente qui a été traitée. Donc, en principe, on doit vous libérer. Pour vous libérer, il y a encore des clauses. L'article 4. Les secours sont accordés essentiellement en nature sous forme de dons, de prestations, de services à titre exceptionnel en espèces. Donc, la décision du ministre n'est même pas incluse. Parce que les secours sont soit des dons, soit des prestations. Donc, quand vous avez un service de santé, la prestation, c'est qu'on vous soigne. Après, ça ne regarde plus le service de santé. L'article 7. Les secours durables sont attribués exclusivement par le ministre des Affaires sociales après la commission prévue. Ça veut dire qu'il y a une commission qui
est composé du gouverneur, du délégué régional aux affaires sociales, délégué régional du travail et de la prévoyance sociale, le contrôleur provincial des finances, ça c'est le délégué régional des finances, le délégué régional de la santé. Ça c'est des personnes qui constituent une commission qui peuvent évaluer la durée de la, diabète, voilà, cancer, de la prise en charge d'une personne indigente. Insuffisant rénaux et les indigents. Voilà. Maintenant, et l'article 10 est encore péremptoire là-dessus. Les secours immédiats ou durables sont accordés dans la limite des crédits disponibles. Donc, on doit vous soigner. On doit vous soigner. Après, on vous libère. Parce qu'une personne qui a déjà été traitée n'a rien à faire à l'hôpital. Soit elle va encore contracter de nouvelles maladies. C'est comme ça. Il n'y a pas une autre manière de comprendre cette affaire. Et s'il vous plaît, c'est le seul décret au Cameroun qui ne dépasse pas plus de 2 pages. Je ne sais pas comment on n'arrive pas à l'appliquer. C'est une page, 3 lignes, plus la signature. Donc ce n'est pas long. Pour l'appliquer devrait être aussi facile. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Vous arrivez dans un centre hospitalier, on dit d'abord caution. Si c'est l'opération, on vous dit c'est 500 000. Si vous ne déployez pas les 500 000, on ne vous soigne pas. Docteur Kana. Je ne cite pas les noms, Chalamé. Non, on cite. Docteur Kana est décédé. Médecin dessus d'accouchement dans un hôpital. C'est pas les noms des gens qui l'ont fait. Les victimes. C'est le nom des victimes. Merci bien, merci. Docteur Kana. Et pourtant, un malade est une personne indigente. Un malade n'est pas qu'un patient. À la base, en fait. Oui, c'est d'abord une personne indigente. L'indigence, c'est parce que vous n'avez pas la possibilité de vous mouvoir comme d'habitude. Quelqu'un qui est couché là. Mais attends, on ne vient pas à l'hôpital pour faire le tourisme. Oui. On vient parce qu'on est malade. Voilà, on vient. Mais il est inadmissible que vous ayez de telles prérogatives et que vous gardiez des gens, soit parce qu'ils n'ont pas pu payer les factures. La facture, là, c'est une entreprise qui vous a rendu service. Vous avez acheté des bonbons là-bas et puis vous n'avez pas pu payer. Permettez, Karine, on va marquer une pause, madame, monsieur, mais je vous pose une question de façon réelle, sincère. Ça n'a rien de personnel. Qu'est-ce que vous allez faire en 2035 pour élire le prochain président de la République? Moi, je pose la question. 25 autant pour moi. 2025. Vraiment, je suis à 2035 déjà. Non, très honnêtement. Avec 35. Que feront les Camerounais en 2025? Vraiment, soyons sérieux. Regardons le pays qui est le nôtre. Nous sommes dans un pays sérieux. On en reparle. Bonjour mesdames et messieurs, merci infiniment de vous installer confortablement pour la deuxième partie de 10-12 le Zénith avec vous. Et nous prions humblement les directeurs des hôpitaux qui à l'instant ont choisi d'éteindre les téléviseurs dans les hôpitaux. Pour ceux qui en ont là-bas, veuillez réallumer, veuillez vous reconnecter sur Equinox Télévision s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui veulent avoir la bonne information et qui veulent justement savoir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Eux qui sont patients dans ces hôpitaux au moment où nous parlons, s'ils sont des indigents ou pas. Et les textes vont être relus justement ce matin. Karine Sontier va revenir dessus avec vous. Mais il est important de rappeler que c'est une situation qui est régulière dans les hôpitaux au Cameroun. Le comportement même que d'aucuns ont vis-à-vis des patients. Je vais peut-être ici citer un confrère également, Paul Maël, qui a fait une sortie sur sa page Facebook il y a 2 jours, parlant d'un hôpital bien connu ici dans le littoral comme étant un hôpital de référence, parlant de l'hôpital régional, l'hôpital général de Douala. Comment est-ce qu'on accueille le patient à l'hôpital général de Douala? Quand vous arrivez, effectivement, il y a une tente et sous la tente, on vous y amasse comme étant des patients. Vous attendez. Comment se comporte le vigile justement de l'hôpital général aujourd'hui? En fait, il a fait une sortie et c'est assez difficile. Il va falloir justement qu'on interpelle les directeurs généraux des hôpitaux au Cameroun à bien traiter au fur et à mesure les patients lorsqu'ils arrivent. Précisément le cas de l'hôpital général où nous saluons d'ailleurs le directeur général et nous saluons le patient d'Equinox qui se trouve là-bas en ce moment où nous parlons. Merci à vous, madame, messieurs. Poursuivons l'émission, mais surtout le cas des indigents. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui au Cameroun? Comment les conserver, comment les garder, mais comment surtout leur restituer leur responsabilité? Comment également interpeller ces indigents à respecter l'hôpital? Dominique Audrey. Comment respecteront-ils l'hôpital? Si, je ne sais pas dans quel quartier vous avez grandi, mais dans la plupart... Comme Cana. Voilà. Est-ce que dans votre Cana natal, y avait-il pas ces familles-là qui fermaient leurs portes avec un plastique? Il y en avait?
le toit était complètement foutu, on mettait des bâches dessus avec des pierres. Il y en a encore aujourd'hui. Et que malgré que certaines écoles pouvaient coûter 3 000 francs l'année, 5 000, je dis n'importe quoi, n'en avaient pas suffisamment pour les envoyer et se retrouver avec des enfants malades à l'hôpital qu'il fallait ramener, se faire soigner. Ouais. Il fallait simplement ramener l'enfant. Où est le manque de respect si on va à l'hôpital parce qu'on n'a rien? Non, je ne sais pas qu'il y a un manque de respect. Oui. Comment respecter l'hôpital également? Oui, je veux dire que quand vous dites comment respecter l'hôpital, moi j'ai du mal à comprendre la question. Il y a des obligations comme à l'hôpital. C'est donc pour ça que je vous dis donc que comment ces familles-là peuvent donc remplir leur part du marché avec ce genre de situation, ce genre de vie, pour qu'on puisse respecter l'hôpital en payant par exemple les frais. Ils n'en ont pas. Mais tout le monde sait que si on va à l'hôpital, on va d'abord nous soigner et après, on va essayer de trouver les solutions pour pouvoir payer. Moi, j'ai vu ma grand-mère agoniser dans les couloirs du CHU parce qu'il n'y avait personne pour qu'on lui mette l'oxygène. Et je crois l'oxygène, c'était 5 000. Elle était dans cet hôpital depuis plusieurs jours déjà, mais on a pris son lit, on a mis au couloir parce qu'il fallait l'oxygène. De 5 000? Oui, de 5 000. Pourtant, les factures étaient énormes. On avait déjà soldé la plupart des factures. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, la responsabilité n'inclut pas le corps médical, mais ce sont plutôt la tête de ces prisons hospitalières-là, puisque c'est elle, au final, qui décide de si on prend en otage ces personnes ou pas. Et j'aimerais comprendre pourquoi M. Manaouda Malachi se retrouve aujourd'hui à faire le tour des structures hospitalières pour demander qu'on libère des gens. Pourtant, le 14 mars, il avait interdit la prise en otage de ces malades. C'était la bonne année. Pourquoi il avait déjà demandé en mars 2019 que ça ne se fasse plus? C'était un interdit. Et que ça a continué de se faire jusqu'à la bonne année 2021. Non, parce qu'on lui a fait, comment on a dit ça? On lui a dit, tu nous as assigné de faire les résultats en fin d'année. Tu ne nous as pas donné le fonds nécessaire pour le fonctionnement de l'hôpital, on continue à appliquer. Ils le lui ont dit. Voilà. Peut-être c'est des infos que vous n'aviez pas. Oui, ce sont des informations qu'on n'avait pas. Voilà. Et maintenant, donc, quand on cantonne des gens là-bas, est-ce que ça fait qu'elles payent finalement les factures? Parce que rester là-bas dans des salles où on vous met, on vous amasse, on vous entasse comme du n'importe quoi, les factures continuent de s'accumuler. Comment est-ce que vous mangez? Moi, j'aimerais comprendre pourquoi les citoyens camerounais acceptent que ce genre de choses se fassent, ce genre d'acte leur soit posé et que ça ne choque personne. Pourquoi il n'y a pas eu de syndicat, comme on a eu le syndicat de 2000 et ces conneries-là? C'était une blague quand même, hein, il faut vous avez vu? Moi, vous avez vu l'ampleur de la blague? Non, c'était une blague, ça fait le tour de la toile. C'était vraiment pour s'amuser. Hein. Oui, justement. Pourquoi on ne s'amuse pas avec des choses sérieuses? Pourquoi on ne porte pas d'une seule voix? Oui, écoutez, je connais une femme qui allait accoucher. J'ai posé la question sur ce plateau hier que lorsqu'on parle du caleçon ici, tout le monde est content. Oui. Lorsque Chalamé revient avec la colère, tout le monde se déconnecte parce qu'en principe, ça rejoint justement votre question. Je connais une femme qui allait accoucher simplement, normalement. Elle avait prévu, je crois, 60 000 par là pour aller accoucher. Elle devait accoucher par voie basse. Arrivée là-bas, on lui dit non, madame, vous allez passer par une césarienne et vous aurez plusieurs jours d'observation. Grosso modo, elle se retrouve à une facture de sensiblement 300 000 francs qu'il fallait payer. Elle est seule à Douala. Sa famille est au fin fond de l'Est là-bas. Donc elle sait que même si elle les appelle, personne ne viendra rien donner. Finalement, elle finit prisonnière parce qu'elle est indigente. Moi, j'interroge donc la responsabilité du MINAS avec les différents postes qu'elle a dans les établissements scolaires, dans les prisons et dans les centres hospitaliers. Oui. À quel moment est-ce que le MINAS intervient? Parce que tous les jours, on voit des Camerounais appeler à la contribution de tout le monde sur les réseaux sociaux. Et dans notre sœur, elle a accouché depuis, elle est comme ça. Et dans notre sœur, elle a besoin de frais pour des hospitalisations. Et ici, à Kinox, il y a le programme Regard social. Vous voyez tous les cas qui sont portés à l'attention de tout le monde. Comment se fait-il que ces personnes ne puissent pas se rendre à l'hôpital et qu'on les traite parce qu'elles sont indigentes? On a vu il y a sensiblement un mois une grand-mère qui a perdu sa fille très tôt et il lui restait son petit-fils qui était malvoyant.
Il faut soigner cet enfant. La grand-mère, elle seule, ne peut pas. Mais si elle va à l'hôpital, on va lui dire, grand-mère, il faut l'argent. S'il n'y a pas d'argent, moi j'interroge aujourd'hui le fameux serment, ce fameux serment d'Hippocrate. On a perdu toute sensibilité aux petits cas, aux situations que les Camerounais ont. On a eu le jeune garçon qui avait le truc ouvert ici. Je ne sais pas comment on appelle cet appareil, et qui a vu sa vie changer parce qu'une dame est venue de l'étranger pour le prendre, pour le soigner. Il y a des gens qu'on voit partout qui jonchent les rues, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Pourtant, on parle de la santé pour tous. Alors, à l'an 2000. À l'an 2000. La santé pour tous. Je voudrais également quand même le dire. C'est tout à fait, c'est très pénible parce que les réalités qu'on a dans les hôpitaux aujourd'hui, au-delà du cas de ces indigents, lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous avez un malade, on vous impose d'abord les paiements avant de s'occuper de vos malades. Cautions. Les paiements, on vous dit payer et on s'occupe du malade. On ne s'occupe pas du malade et on vous donne la lassitude justement de vous battre à payer pour votre malade. Il y a des familles qui n'ont pas d'argent. Et c'est un problème aujourd'hui parce que quoi? Notre société n'est pas adressée. On n'a pas d'adressage qui fasse même que si un citoyen vous dit, moi je vis à tel endroit, la rue, je sais pas trop quoi, Charles de Gaulle 23, et on sait qu'on pourra venir vous retrouver là-bas pour que vous puissiez terminer de solder. Mais on vous cantonne parce que quoi? Chacun habite, construit comme il veut. On va... La logique est simple. Derrière chaque malade, il y a une famille. Si le malade ne paye pas, la famille cotise et paye. Ou les amis payent. Si les amis ne payent pas, Facebook paye. Ils savent d'où les gens viennent. Alors, Mbombo Bengan, l'hôpital, effectivement, aujourd'hui, vous aimez bien à nous le rappeler sur ce plateau, s'est éloigné de ses vraies missions en même temps, qui est celle de la formation et s'occuper des soins, et qui s'est engagé justement à faire les chiffres, à faire de l'argent. Et effectivement, est-ce que ça ne peut pas justifier les raisons pour lesquelles les indigents sont aussi maltraités, mal pris en charge dans les hôpitaux aujourd'hui et dont on enferme des prisonniers aujourd'hui? Vous savez, il y a un compatriote de Donald Trump, il s'appelait Henry Kissinger, il était secrétaire d'État là-bas. Il disait que l'homme d'État ne se définit pas nécessairement par la grandeur de ses objectifs, mais par la catastrophe qu'il saura éviter à son peuple. Nous, la politique de santé publique dans notre pays a été réduite à la privatisation, a été privatisée. Et l'État n'a plus assigné les principes directeurs de l'hôpital public, administrer les soins et faire la recherche. Moi, j'ai été soigné, je dirais, gratuitement. À des moments de votre vie? Oui, à notre époque. C'était comme ça. Campagne de vaccination, c'était comme ça, tous les mois de juin, on vous donnait vermifuge. Donc, on faisait, quand on était malade, j'allais dire, les infirmiers vous cherchaient même à la maison. Pourquoi? Et tu t'es blessé, tu as caché, on t'aide. C'était comme ça. C'est-à-dire, les pathologies payantes étaient vraiment à des sommes, j'allais dire, dérisoires. Et le cas social, au regard du décret qu'a relevé Karine Sontia tout à l'heure, était observable. Et ce cas social s'étendait même dans les lycées collèges, s'étendait dans les commissariats et brigades. Donc, il y a chaque fois une cellule des affaires sociales quelque part pour recenser ces indigents qu'on répertoriait à partir du quartier, à partir des chefs de bloc de quartier. On sait que telle famille indigente, telle famille est ceci. Vous avez entendu parler des lépreux, ils étaient mis quelque part, ainsi de suite, et leurs enfants étaient pris en charge, ainsi de suite. Donc, vous pouviez dire, vous avez vu, il y avait des familles de lépreux, même tels lépreux, mais ils ont pu avoir des enfants ingénieurs. Ils faisaient comment? Comment cette maman pouvait même accoucher les enfants? Donc il y avait une politique de santé très bien établie et c'est ça que le renouveau est venu détruire. Il se trouve que, je prends le cas, pour aller bien plus loin, s'il veut, il me porte plainte. Docteur Ntoné arrive à la cantine, il dit qu'il veut humaniser les soins par la mutualisation des efforts. Il crée ce qu'on appelle les codes. Vous êtes à la cantine, dès que vous êtes interné, on dit code de temps au regard de la pathologie que vous avez et du service où vous êtes interné.
vous payez systématiquement vos codes. Bon, voilà. Mais il arrivait que vous payez et vous n'avez pas de soins. Vous n'avez pas de médicaments. Et vous avez déjà payé. Et pardon, vous n'avez pas. Et vous voulez vous plaindre, on vous dit non, non. Pendant ce temps, on vous dit qu'on a mis en prison certains patients parce qu'ils n'ont pas payé. Or, il y a un système de mutualisation des efforts. Ça continue aujourd'hui avec le vocable ami. Ami, on vous dit, vous pouvez venir, votre pathologie coûte tant, on dit, oui, vous avez même payé. Et on vous a dit même, vous avez 2 ou 3 amis. Leur quote-part, c'est tant. Vous payez également ça. Mais à côté, il y a des gens qu'on a mis en prison parce qu'ils n'ont pas pu payer. Vous vous dites, mais ce système de mutualisation des efforts pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins, donc quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc en fait, relativement à ce que Dominique Audrey relève là tout à l'heure, lorsqu'on a privatisé l'hôpital, on lui a dit, la Quintini, tu es une direction extérieure du ministère de la Santé publique, tu dois nous donner 3 milliards par an. Bon, pour obtenir les 3 milliards, nous te donnons 60 millions. Mais on ne demande pas au directeur de la Quintini les besoins de cet hôpital-là, de la Quintini. On ne lui pose pas la question pour afin dire de générer voilà, suffisamment d'argent. Que le personnel que j'ai en charge et tout le matériel et tout ce qui va, les réactifs que je dois acheter, l'eau, l'électricité, déjà dépasse 80 millions. Moi, donc, je ne pourrais pas. Il dit ça, le ministère de la Santé publique ne l'écoute pas. Mais comment va-t-il donc prélever le quote-part des médecins? Parce que dans chaque acte, lorsqu'on veut faire une opération, tout le monde est donc entré dans le règne des affaires. Et dans les affaires, il y a ceux qui bouffent les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, l'hôpital a perdu toute sa consistance, toute sa prestance. Et c'est pour cette raison, même lorsque les médecins du secteur public se sont levés pour sauver la médecine, le docteur Basson, Yves Basson et Kamta, ils ont dit, par exemple, que nous pouvons aller plus loin, amener les citoyens camerounais à mutualiser les forces parce que la santé coûte cher. Et accompagner le gouvernement dans ce qu'ils ont appelé... La santé coûte cher dans un pays où on a un ministère des Affaires sociales, voilà, mais ça qui peut également poser le son poids pour permettre aux Camerounais doit financer la santé. Maintenant, ceux qui ont les moyens peuvent contribuer à financer. C'est ça le but même du ministère de la Sécurité sociale. Parce qu'on parlait de la prévention pour la sécurité. Maintenant, on a donc commencé... Parlons comme le petit Camerounais qui nous regarde, je vous en prie, permettez-moi. Parlons comme le petit Camerounais, le Camerounais lambda qui nous regarde ce matin. Puisqu'on parlait tout à l'heure de ceux qui sont là à l'école, ceux qui ne sont pas là à l'école, sincèrement, on fait quoi pour que ce pays change? C'est quoi ça? Je parle vraiment comme mon quartier, c'est quoi ça? Bon, on peut se mobiliser pour que le président de la République démissionne. On change de management, on voit. C'est quoi ça? Oui, oui. Parce que c'est à un moment donné, quand vous décriez, vous avez le sentiment, faut que vous n'imaginez pas. Mais on peut bien imaginer la surprise qui anime les Camerounais qui nous regardent ce matin, la colère qui anime certains également, mais on se demande, au final, on est dans un peuple pris en otage par une caste de personnes qui choisissent de s'enrichir sur l'ignorance du peuple camerounais aujourd'hui. Mais on fait donc quoi pour en sortir au plus vite? Le peuple camerounais n'est pas ignorant, le peuple camerounais est maté. Le peuple camerounais sait, mais il dit il y aura le BIR, il y aura le GSO. Il donc y aura, 40 millions de Camerounais, vous êtes plus faible que le BIR, c'est ça? Vous êtes plus faible que... Oui, c'est ça? On vous a demandé d'aller prier. On vous a dit d'aller prier, d'aller boire. Et voilà l'expression, il faut noyer les soucis. Comment vous avez une pathologie, vous allez, on vous donne 10 000 pour aller à l'hôpital, vous dites, je prends d'abord 2. Bon, ben c'est l'hôpital n'a pas. Oui, absolument, c'est comme ça qu'on nous a réduit. Au point où, moi, en fait, j'ai même pitié du corps médical. Oui. Je vous parle de ce cas, Manaouda est là, il nous regarde. Lorsqu'il a dit ce que Dominique a dit là, je ne veux pas, on lui a dit, d'accord, Excellence, donne les moyens. Donnez-nous les moyens. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter les gens. Donnez-nous les moyens. Maintenant, non. Quand on commence d'abord, quand vous donnez un salaire de 80 000 à un médecin, c'est pas normal. Et que son collègue en Côte d'Ivoire gagne 1,3 million.
N'est-ce pas de la méchanceté même au sommet de l'État? Parce que lorsqu'on est médecin, on a 80 000 francs, pas seulement le médecin. Donc, je vous dis, c'est là où on est. Donc, on a tué, on veut assassiner les Camerounais. Il faut leur dire ces choses-là. Donc, et même dans ce corps médical-là, on commence même le médecin qui veut bien travailler. Tu veux nous montrer quoi ici? Tu veux nous montrer quoi? C'est le surveillant général qui va dire au directeur que docteur Gatoula, il n'a pas encore compris le système. Mais bon, il doit lui recevoir seulement comme ça. Les gars, ils ne regardent même pas. Voilà comment ça se passe. Incroyable. Oui, et ce sont les gars qui vont même te verrouiller quand tu as des prestations à faire, comme ils appellent les vacations ici ou là. Et après, quand même, on dépense des milliards de francs pour faire venir Merci Chip, qui va faire un an chez vous. Mais c'est pour on paye pour Merci Chip. Vous avez vu, les gars quittent Kayele pour venir réparer les becs de lèvres que un enfant est né avec, alors qu'il est déjà à 30 ans. Il est né avec des becs de lièvre. On n'a pas pu. Et comme on aurait pu, dans le service de néonatologie de l'hôpital, les nez, on pouvait réparer, ou les pieds arqués et tout. C'est Merci Chip, on dépense à hauteur de milliards. Pourquoi ne pas injecter ces milliards pour que l'hôpital vienne bien effectivement et que les indigents n'oublient pas? Qui sont ceux qui tiennent ce pays en otage? Et ils vont à l'église. Qui sont ceux qui ont choisi de prendre le peuple camerounais en otage aujourd'hui? Qui sont ceux qui en réalité comprennent les douleurs du peuple et servent justement de ces douleurs pour s'enrichir au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait exactement de ces mamans qui ont été à un moment donné confisquées dans les hôpitaux aujourd'hui parce qu'elles ont été incapables de payer les factures après accouchement? Qu'est-ce qu'on fait de ces familles qui n'ont pas d'argent mais qui ont quand même des personnes dans les hôpitaux et qui ne savent à quel sens se vouer? Qu'est-ce qu'on dit justement du ministère des Affaires sociales qui écume à chaque fois ces nombreuses formations sanitaires au Cameroun? Qu'est-ce qu'on dira? Parce qu'on parle beaucoup du ministre de la Santé publique au Cameroun. Admettons qu'il fait ce qu'il a à faire, mais au-delà, la politique de la santé publique aujourd'hui au Cameroun n'est-elle pas à revoir et à refaire? Charles Amem Bachou, dont la colère exprimée ce matin. Poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Pourquoi le peuple reste tout le temps amorphe? Arrêtez de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais attendez, puisque pourquoi est-ce que vous restez amorphe? En posant la question comme ça, vous réveillez facilement. Non. Non. Je vais poser la question. Comment changer ça? Le peuple camerounais a quel problème fondamentalement? Non, c'est à eux qu'il faut poser. Non, je peux c'est pas. Quoi? Non, mais monsieur Michel, c'est quoi ce pays? Vous êtes parti au Petit Péan de la Quintini. Et à quoi là-bas, dites-nous? C'est à l'entrée. Dès que vous traversez la porte des Codes, c'est à votre droite, monsieur Michel Ngachou. Faites un tour là-bas. Vous allez voir le Cameroun en miniature, monsieur Michel Ngachou. Faites un tour dans les formations sanitaires à partir de 21h, pas 19h, 21h. Vous allez les voir jeter des nattes sur le gazon. Dehors. Je dis sur le gazon. Jeter des nattes sur le gazon. Et des moustiques. Non, laissez les moustiques. Vous avez dit que les moustiques sont des ninjas. Jetez des nattes. Vous allez les voir. D'autres même sont déjà tellement habitués qu'ils ronflent. Ils dorment. Le réchaud à pétrole, c'est là où on jette les ordures. Les chairs qu'on a découpées, qu'on a des bras amputés. La zone où on va jeter généralement là-bas, ils vont allumer parce qu'il ne faut pas... Non, il ne faut pas gâter l'atmosphère, salir. On vous envoie dans cette zone. Ils dorment en dessous des cages d'escalier. Lorsque vous arrivez, ils sont en dessous des cages d'escalier. C'est là où on protège la mère et les enfants. C'est la forme de moustiquaire. Le dessous des cages d'escalier, où il y a les moustiquaires, où il y a la route aux moustiques. C'est là ils sont couchés. Il y a des salles d'attente de matériel. Dans les salles là, on conserve les petits magasins. On fait dormir certaines femmes de ce côté. D'autres sont à même le sol. D'autres sont dans le hall. Les couloirs, ils sont couchés là comme des gardes malades, mais c'est des prisonniers avec des gardes de sécurité, des surveillants, des vigiles, à qui on dit s'il se perd, toi-même tu te perds.
Donc le vigile, en faisant la ronde, compte ses esclaves. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre est haut, l'autre n'est pas là. On court pour aller chercher aux toilettes, on alerte les différents postes. Voilà comment il tourne, souffrant ainsi dans les différents hôpitaux. Il faut le dire pour qu'on sache que c'est des gens qui, en plus d'avoir une double souffrance, M. Michel Ngachou, d'être convalescents, sont torturés, humiliés par ces différents vigiles qui ne lésinent pas sur les moyens pour les mater et les matraquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Michel, des ordres. La nutrition. Une femme qui allaite, qui n'a pas mangé, ne peut pas donner de lait. Ce sont elles qui sont les mendiantes dans l'hôpital, qui viennent s'asseoir. Quand vous venez vous asseoir pour attendre le docteur, dit que vraiment la vie s'y est dure, elle engage le sujet. Vos commentaires disent que papa, même mon bébé est là, je suis retenu ici à l'hôpital, vraiment aidez-moi. Vous avez l'impression qu'elle ressemble à ces femmes qui longent le long de la rue, vous la chassez en disant que même ici à l'hôpital, alors que ce qu'elle vous dit est la stricte réalité, elle est une indigente connue. À l'époque, ça se passait comment, M. Michel Ngachou? À l'époque, on commençait par recenser les indigents au quartier. Le chef de quartier avait la liste des indigents. Il transmettait cette liste au chef du service social. Le chef de service social qui était en relation avec les dispensaires, avec les trucs, envoyait la liste. Donc lorsque vous arrivez avec le carnet, vous venez déposer, vous dites que maman, comme vous voyez là, je souffre. Docteur, elle sort juste la liste. La liste de votre quartier, on regarde s'il y a votre nom. Dès qu'on retrouve votre nom, on dit ok, on va vous envoyer, on va vous donner un petit produit ou c'est des génériques, on va se battre à enlever ces petits produits pour vous permettre de retrouver la santé. Est-ce qu'on a des chefs de quartier qui travaillent aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on a des services sociaux fonctionnels? Non. Est-ce qu'on a des directeurs d'hôpitaux qui prennent même la peine de recevoir certains indigents? Parce qu'il y a des indigents qui ont encore de l'honneur. Je suis pauvre, mais j'ai de l'honneur. Je vais rencontrer le directeur, je lui dis vraiment, j'ai été compressé. On m'a licencié, Corona a fait ci, Corona a fait ça, vraiment, voilà mon cas, aidez-moi. Vous avez des directeurs d'hôpitaux qui prennent tout simplement en disant, vous pouvez payer tant, vous pouvez payer combien? Vraiment, avec le petit truc que je fais, donnez-moi mes 5 000 tous les mois, je viendrai régler. Il prend sa feuille, il signe, il vous fait un moratoire, vous partez. Monsieur Michel Ngachou, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à le faire dans cette zone? Dans le sud, ça marche. On n'incarcère pas des gens, on ne séquestre pas des gens dans le sud. Prenez le cas d'Ebolova, frapper sur n'importe quel moteur. À Ebolova, il fonctionne dans le sud avec la reconnaissance de dette. Dans le sud, c'est un principe qu'on établit. Pourquoi pas ici? Ici, dans... je vous donne une information. Non, en fait, c'est que... Pourquoi pas ici? Non, c'est qu'on vous regarde... Pourquoi dans le sud, il fonctionne avec la reconnaissance de dette? Et ici, absolument pas, c'est quelque chose. Permettez, on vous regarde parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que vous êtes dans une espace de... Non, j'ai demandé qu'on ferait n'importe quel moteur de recherche. C'est connu. Si vous faites des recherches sur les séquestrations, allez dans le sud, allez à l'ouest, vous frappez partout. Mais je dis la politique appliquée là-bas, c'est la reconnaissance de dette. C'est pas mauvais. Donc c'est différent dans le sud. C'est différent dans le sud. Voilà. Pourquoi on ne l'applique pas ici? Dans le centre aussi? Le centre? Au nord? On a parlé à l'est? C'est pas le centre, monsieur Michel. Non, pas du sud. Il faut payer. Non, au sud. Au sud, pourquoi se compagne Charles? Monsieur Michel Ngachou, je vois là où vous voulez m'amener. Mais je ne m'arrête pas à des discussions de bas étage où on va dire tribalisme. Je ne suis pas dedans. D'abord, on me connaît par rapport à mes positions. Très bien. J'ai pris un exemple pour dire aux gens que là-bas, on applique la politique de reconnaissance de dette. Pourquoi est-ce qu'à Douala, tout à l'heure, l'autre l'a évoqué, pourquoi est-ce qu'à Douala, à Yaoundé, on n'applique pas la politique de reconnaissance de dette? Monsieur Ngachou, vous habitez où? Qui peut vous couvrir? Votre chef de quartier, c'est qui? Mais on vous a lu tout à l'heure les articles, non? On vous retrace. On vous a lu les articles de la loi, non? Seulement la loi frappe déjà même ces différents responsables. Mais bon, quand évoquer quelque chose, l'hôpital est devenu aujourd'hui une entreprise productrice de moyens. Si vous ne pouvez pas donner l'argent, donnez le moyen. Maintenant, le ministre qui prend celui de rembourser 75 millions. Le ministre Manaouda Malaché touche combien? C'est le ministère de la Santé qui rembourse. Ça sort de quelle caisse? Budget de fonctionnement? Ça sort d'où? Qui nous explique? On a besoin de traçabilité. Monsieur le ministre, vous avez demandé qu'on vous adresse ces factures. Oui, vous allez payer. On salue cette œuvre. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce moment? Il faut réfléchir. Monsieur Michel Ngachou, je vais terminer en disant, faites le tour, vous allez vous rendre compte que ces cas concernent les services de pédiatrie, les services de gynécologie, les centres de prise en charge des patients bénéficiant de soins respiratoires. Alors là-bas, c'est l'explosion. La femme dont je vous parle là,
C'est une femme qui venait de se faire opérer les poumons, qu'on a envoyé travailler dans les toilettes. J'ai eu mal. Dans quel hôpital, monsieur Mbadou? J'ai eu mal. Si vous nous nommez l'hôpital, vous aiderez les Camerounais. Je dis, monsieur Michel Gachou, j'ai eu mal. Le ministre le sait, puisqu'il a débattu de ça, lui-même le sait. Et enfin, il y a des malades incurables, des maladies incurables. Allez dans les services d'oncologie. Vous allez voir les gens qui souffrent des cancers de la peau. Vous allez voir des familles qui ont déjà vidé le fonds des insuffisants rénaux. Il n'y a plus d'argent. On a même mis la maison en hypothèque, monsieur Michel Gachou. On vient voir le directeur, il dit que même la maison, là où nous vivons, on a même mis en hypothèque. On rentre au village, pardon, aidez-nous. Attendez, dites-moi, comment vous réussissez? Un directeur d'hôpital, un médecin réussit à manger chez lui. J'ai vu un médecin ici à l'hôpital à Kentini passer à côté en disant que ouais, la mère, appelle même les amis, non? Fais des directs même sur Facebook, les gens vont t'aider, tu sors d'ici, non? C'est comme les logements sociaux, hein. Merci. Même l'affaire des sangs, quoi, la maladie universelle, tout ce que vous racontez, je n'y crois pas. Hein. C'est comme les affaires de logements sociaux. La couverture santé universelle. Oui, appelez ça comme vous voulez. Bon, on a vu les logements sociaux, on dit à quelqu'un qui vaut 40 millions. Un pauvre, un indigent, on dit logements sociaux. Un indigent peut souffrir, nous a 40 millions. Voilà la couverture, c'est votre couverture de quoi là? Santé universelle. Merci. Non, on va marquer une pause, je vous en prie, Charles, mais on va revenir. Vous aimez toutes les pauses, monsieur. Oui, on va marquer une pause avec Constille Lamine qu'on retrouve ce matin avec le correcteur de posture. Constille Lamine, bonjour à vous et bienvenue. Alors, bonjour Michel Gachou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les utilisateurs du correcteur des postas. Ceux qui ne sont pas encore dans la gamme du correcteur de posture, il est important de l'avoir. Il est important d'éviter les douleurs au niveau du dos. Il est important d'éviter les douleurs au niveau du cou, des douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Oui, chers téléspectateurs, ayez un dos normal, ayez un dos présentable. Utilisez le correcteur de posture, portez-le régulièrement. Il est surtout sans effet secondaire sur votre peau. Ce correcteur de posture que j'ai entre mes mains est une véritable jaquette médicale. Le correcteur de posture permet, comme je l'ai si bien dit, d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture permet également, chers téléspectateurs, de nous prévenir contre les douleurs au niveau du dos. Donc, chacun de nous devrait avoir le correcteur de posture. Ça fait plusieurs mois que nous le vendons. Ils sont nombreux, ces personnes-là qui utilisent aujourd'hui le correcteur de posture. Que vous soyez couturier, taximan, communicateur, quel que soit la profession, ayez un correcteur de posture régulièrement chez vous, car on ne sait jamais. Alors, parlons donc des différentes tailles pour cette année 2021. C'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes tailles, notamment la taille S, la taille L, la taille M, la taille XL et la taille double XL. Ce correcteur de posture, correcteur de posta, est vendu au magasin 1001 tapis au prix de 10 000 francs. Le correcteur de posture que voici, vous l'avez à 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays, il suffit tout simplement d'appeler le concept Salaka et de passer votre commande. Yes, any man must get a corrector de posta. Corrector de posta, na fine jacket way. When you have bat for your do. You have bat for your pole. You have bat for your neck. Don't just come from magazine 1001 tapis and take your corrector de posta for 10,000 francs. You dey for that stuff for Bonanjo, for that stuff for Bipanda, for that stuff for Ngelemenduka. Just call Concept Salaka and can take your corrector de posta. Je rappelle que toutes les tailles sont disponibles au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala. C'est en face du palais d'Ika. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc n'hésitez surtout pas. Achetez votre correcteur de posture et ayez un dos toujours en bon état, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. On parle également des autres produits tels que les languettes médicales, le Early's Up. Tous ces produits-là sont toujours en promotion au magasin 1001 tapis. No forget, il y a bat for your dos, il y a bat for your neck, il y a bat for your épaule. Just take corrector de posta, then it's sell on a 10,000 francs for magasin 1001 tapis. Merci Constille Lamine, merci infiniment. Nous sommes un tout petit peu choqués par le cas des indigents de ce matin. Et ceci a quand même refroidi tout le plateau parce que
nous nous mettons dans la peau de ces Camerounais, oui, qui nous regardent ce matin et nous vous disons beaucoup de courage en même temps. Peut-être c'est le moins qu'on puisse dire et dénoncer justement cette réalité sur ce plateau et vous rappeler que vous êtes le peuple, nous sommes la chaîne et nous donnons la parole aux plus faibles aujourd'hui. Est-ce que les plus forts, ceux qui sont à Tanga Nord, comprennent en réalité le Tanga Sud enfin? Car ils sont les messages des téléspectateurs. Le docteur Kana, ma voisine, a perdu sa vie à cause d'une histoire de caution à 2 h du matin. Il refuse le chèque. Carolina Océane Kenye. Ça, c'est par rapport à la colère de Charles Armel. Et elle était médecin en service. Elle meurt depuis l'accouchement alors qu'elle est médecin gynécologue et au centre obstétrique, gynécologie. C'est incroyable. Oui, on ne peut pas la prendre en charge là-bas. On l'envoie à l'hôpital général où on demande une caution. Leurs collègues, Une personne même arrive en ville, et lui dit urgence. j'ai le chèque, prenez en donnant. Quand on décrit la situation dans les hôpitaux, on a l'impression qu'on est dans le Far West, où la loi du plus fort a raison en termes de moyens. Cry, oh beloved country. Ce garçon ne t'a jamais aimé, ça c'est par rapport à l'histoire, ne t'a jamais aimé, il s'est juste servi de toi pour arriver à ses fins. Aliments, sexe, financement, mais seul Dieu a le dernier mot. Vraiment, les hôpitaux d'aujourd'hui, ça ne vaut même plus la peine. Je me bats maintenant à l'indigène, quand ça me dépasse, je pars aussi à l'hôpital. Tawa Alex. Le gars ne savait pas que la fille avait gardé 2 millions. Le gars ne savait même pas que la fille pouvait l'aider. La fille pouvait lui dire qu'elle n'a pas d'argent. Quand on dit qu'il a seulement utilisé, non. Vraiment, il a utilisé, il est le seul dans ce cas. Quand on demande aux prisonniers de luxe qui ont détourné les milliards de rembourser et on les libère, avec cet argent, on équipe les hôpitaux et le MINAS et même ouvrir une usine pour employer les jeunes. Michael Kitoko. Si vous allez voir les argents que les ministres ont dans leur maison, si vous allez dans les coffres forts des ministres dans leur maison, les agents qu'on veut tout le temps, prenons le cas de l'ancien ministre de la Santé publique qui s'est plaint à plus d'une fois ici comment on lui a pris 300 millions chez lui, 400 millions et qu'on sort. Avec les directeurs généraux. Ça n'a jamais dérangé personne dans ce pays. Mais voilà, et plus grave, un ministre de la Santé, alors qu'il y a des indigents dans ces hôpitaux. Récemment, on a eu le cas du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Chez qui on a pris 42 millions dans sa maison. Qui était? C'était son cuisinier et un chauffeur. Ça fait quoi chez eux alors qu'il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux aujourd'hui? En vacances au pays, j'ai failli perdre mes 2 enfants à l'hôpital La Quintini pour ces négligences médicales. Aujourd'hui, je me rends compte que si mes ancêtres dormaient, ça aurait été la fin. 10 ans après, on parle encore des mêmes problèmes dans les mêmes hôpitaux. Allez toujours voter. Hier, j'ai appris quelque chose de pas possible et de vraiment horrible pour un pays comme le Cameroun. Saviez-vous qu'un pays comme le Cameroun n'a pas de chirurgien pédiatre? Je l'ai appris hier à Regard Social. J'ai eu froid au dos. Karine, je voudrais peut-être, on va te le dire, il y a quelqu'un qui m'a fait une petite critique constructive là. Peut-être qu'on dit des choses, mais on est là aussi pour restituer les règles du pays. Que les Camerounais qui nous regardent ce matin prennent conscience que 2025 appartient à la jeunesse à laquelle dont nous constituons aujourd'hui l'essentiel. Le fer de lance rouillé là. Non, si le fer de lance est rouillé pour certains, pour d'aucuns, on a un fer de lance très fort. Prenons la peine, nous Camerounais, de tout faire, comme Elé Kamara a rouvert justement ces listes pour les inscriptions, pour ceux qui ont les cartes d'identité. Allons nous inscrire, faisons tout pour dépasser le cap de 20 millions. Je n'ai pas dit, on peut même dire 10 millions. 10 millions, mais 10 millions, pas les 10 millions que les Camerounais auraient justement pris la peine de vous faire inscrire. Prenons la peine, nous Camerounais, d'aller nous inscrire, parce que eux, à Tanga Nord, ils ont déjà 3 millions. Non, Tanga Nord, c'est 3 millions garantis à chaque fois. Et maintenant, Tanga Sud, Tanga Nord, c'est nous qui souffrons. Ah, c'est nous qui sommes à Tanga Nord. Non, c'est quand on parle de Nord, on va ceux qui sont en haut. Non, c'est Tanga Sud. Voilà, mais nous qui sommes à Tanga Nord, si vous voulez, prenons la peine de nous inscrire, que nous serons 10 millions, parce que ce sera 10 millions contre 3 millions. Mais entre-temps, on interpelle justement les acteurs des partis politiques. Il y a une bataille au niveau du code électoral consensuel et même le système électoral dans sa globalité, parce que là nous croyons qu'en réalité, lorsqu'on les décrit sur ce plateau chaque jour, les jeunes Camerounais vous regardent et pensent aussi à la société civile qui doit se mobiliser pour accompagner cette jeunesse afin de lutter
et d'avoir une victoire dans ces combats-là. Karine. D'accord. Les hôpitaux ont un budget annuel alloué par l'État pour le matériel et les médicaments. Le médecin soigne avec les médicaments. S'il n'a pas le nécessaire, sa volonté de soigner ne pourra pas suffire, même son minable salaire. Evelyne Tuekam. Notre Donc, il y a les message. médecins quand on exige les cautions, c'est ça? Est-ce que vous savez que, là, ça c'est le cas d'une de mes cousines dont je vais faire allusion là tout à l'heure. Elle s'est rendue dans un hôpital de la place et dans cet hôpital, elle allait avec 60 000 francs ses frais de santé pour accoucher. Lorsqu'elle rencontre le médecin, le gynécologue, le médecin avec qui elle discute, il lui dit « Madame, on vient de se rendre compte qu'il y a une complication, vous avez des soucis et l'hôpital ne dispose pas suffisamment de matériel pour pouvoir prendre en charge. Nous vous conseillons de vous rendre dans un autre hôpital. Vraiment, je peux vous indiquer, vous avez le choix. Soit vous y restez au risque de votre vie, soit vous allez. » C'est comme ça qu'il détourne. Elle se retrouve à aller et elle accouche. Par césarienne, non plus par voie basse, par césarienne. Elle se retrouve après 7 jours à plus de 90 000 francs supplémentaires par rapport à l'argent qu'elle devait payer, hormis la chambre. Lorsqu'elle essaie de se prendre, lui demande d'aller voir le directeur. Imaginez-vous qu'il était le directeur de cet hôpital. Le médecin qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Détournement de malade. Elle a porté plainte en relatant les faits. Comment ça s'est passé? Elle a rencontré le directeur de l'hôpital. Quand il s'est rendu compte que ça avait brûlé, il a dit que non, laisse la main, pas. Pas avec ton argent. Il n'y a pas de problème. Paye ce que tu vas payer. Tu pars. Dans la vie, il faut savoir perdre. Vous avez de nombreux médecins. On les défend ici. Vous avez de nombreux médecins véreux qui font cela, qui pratiquent cela. Comment se fait-il que dans tous nos hôpitaux aujourd'hui, la règle d'or pour donner la vie, c'est la césarienne? Expliquez-moi. Ou lorsque vous arrivez, parce que vous avez quelques douleurs, on envoie la testeuse. La testeuse, sage-femme, elle met un, deux, l'enfant là, il a le cordon sur le cou. Maman, il faut qu'on t'opère rapidement. Elle appelle le père. Vous êtes une jeune femme, pliez pas. Directement, le téléphone va commencer. Tu veux que je meure? Tu veux que je meure? Pardon, viens me sauver. Envoie-moi l'argent. Elle vous met dans un territoire de panique tel que... C'est comme ça qu'on l'a aussi mis, hein, parce que la manière qu'on lui dit n'est pas aussi une manière pour l'adoucir. Tentez de dégager ces histoires. On lui a donné cette nouvelle. C'est la famille qui va l'aider. Aussitôt, on va cotiser, on va prendre les tontines. Mais c'est quoi ça? C'est le Cameroun. La revue des réseaux sociaux, Karine Santia, je vous en prie. C'est important justement qu'on sache ce qui s'est passé sur la toile ces dernières 24 heures. Oui. Et on transmet encore nos soutiens à ces indigents qui nous regardent ce matin. On a appris également que dans certaines formations sanitaires au Cameroun, notamment à Yaoundé, des gens ont pris la peine d'éteindre les télévisions. Faites pression qu'on allume la télévision et qu'on mette Equinox et qu'on en parle. Parce que c'est important, c'est une situation qui énerve, qui choque et qui met tous les Camerounais en colère. Et que le ministre justement de la Santé qui nous regarde ce matin, que le ministre des Affaires sociales, que la ministre de la Promotion, la femme, la famille, d'ailleurs, je ne sais pas si elle existe justement au Cameroun. Si vous nous écoutez, si vous nous regardez, allez dans les hôpitaux voir ces cas-là. On va d'abord s'intéresser à Camerco, un nouveau top management à la tête de cette entreprise camerounaise spécialisée dans l'aviation, le transport par avion. Il faut qu'on précise. Aujourd'hui, le nouveau directeur de Camerco se nomme Jean-Christophe Ella. Et il était jusqu'alors en service à l'état-major particulier du président de la République. Il a été choisi au terme d'une session extraordinaire du conseil d'administration de la compagnie aérienne qui était avant ça dirigée par le ministre des Transports lui-même. Donc il remplace à ce poste Jipendi Kouto. Ce qui inquiète les internautes, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence toujours une décision du président de la République alors que l'entreprise souffre d'une grave crise de management. Ça va encore faire en sorte qu'on infuse de l'argent pour relever Camerco, sauf qu'après, on ne verra pas le résultat. Les internautes pensent que ce sera du pareil au même. Il y a même des internautes qui pensent aujourd'hui que le ministre des Transports, qui était par ailleurs PCA, se met de côté aujourd'hui parce que beaucoup pensent qu'il y aura un remaniement ministériel à venir et dans ce remaniement ministériel à venir avec certainement des audits qu'on risque de faire, il faut déjà trouver l'occasion de se mettre de côté pour ne pas être dans, on va dire, que le nom ne soit pas cité dans l'audit qui viendra être fait au niveau de la caméra. Et si vous avez procédé à des malversations, l'audit ça va vous suivre du maillot d'une autre, de toutes les façons. Oui, ça c'est clair. Mais quand même, comment comprendre, bon, très rapidement, que la caméra
où on attend des avions, où on attend justement, on va dire, la refonte de l'entreprise fondamentalement, qu'on revienne de un top management sans justement définir les missions qui lui seront assignées au courant des années à venir. Mais le problème, c'est au propriétaire de l'entreprise. C'est le propriétaire de l'entreprise qui ne veut pas donner des orientations claires à cette entreprise-là. Une dette de 100 milliards de francs, ils vont payer ça comment? Ils ouvrent 110 milliards. Voilà, 110 milliards. Ils ouvrent le capital à hauteur de 51% pour le privé. Donc le privé va injecter l'argent pour aider l'État à payer ses dettes. Lui-même, le privé qui met de l'argent, il aura les bénéfices comment? Comment il aura de bénéfices? Là, je ne comprends pas. C'est ce qui se passe dans cette nébuleuse qu'on appelle la présidence de la République. Les deux principaux dirigeants viennent de la présidence de la République. Monsieur Mogé Ayem, il a été pendant longtemps conseiller aux affaires économiques à la présidence de la République. Et maintenant, c'est un militaire qui vient. Un militaire, je ne sais pas, peut-être, et il est pilote, voilà. C'est le DGA qui est pilote. Fauchivé, Alexandre. Voilà, maintenant, non, c'est lui qui est militaire, c'est lui qui est directeur général. DG, il est militaire. Bon, il va donc dire maintenant que comme à l'armée, on ne discute pas le commandement, donnez-moi 110 milliards, je paie la dette, donnez-moi 100 milliards pour le fonctionnement. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça va fonctionner demain. Donc il va dire, donnez-moi 210 milliards pour que je commence. Je règle toutes les dettes et je me mets à fonctionner. Et dans 6 mois, vous me donnez 2 avions. Non. En fait, l'entrepreneur en chef ne sait pas ce qu'il veut faire. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Il faudrait, je pense que les experts, je pense qu'il avait été à une certaine époque directeur technique à la Camer et Nounaï disait c'est cette entreprise, il faut recommencer à zéro. Peut-être comme c'est l'État qui était seul, s'est dit j'ai perdu 110 milliards, est-ce qu'il faudrait que je réinvente une autre compagnie aérienne, comment je vais faire? Il y a des experts, on les appelle. On voyait bien sûr les idées de Edmond Kyaté ce matin qui disait que il faudrait au moins, il faut revoir Camerco, se servir ne serait-ce que de l'agrément que l'État du Cameroun dispose pour recréer une autre compagnie aérienne. Nous parlons de l'hôpital. Oui. Le médecin soigne la maladie, il ne soigne pas la mort. Mais quand vous êtes mort, il ne peut pas vous soigner. Donc ceux qui sont nommés ne vont rien apporter. Rien. Puisque Camerco est déjà mort. Il va soigner la mort comment? Comment on soigne la mort? Camerco n'est plus à un stade où on parle d'une entreprise malade. C'est une entreprise qui est morte. Elle n'est même plus agonisante, elle est morte. Elle est morte. On a eu un ancien premier ministre israélien comme ça, Ariel Sharon. Il est resté comme ça pendant longtemps. Il était mort, mais il était là sous assistance respiratoire. Il ne pouvait pas. C'est ça le cas, mais on savait qu'il est mort. Alors, Charles, on a débranché et c'est fini. On a annoncé la mort clinique. Camerco est en une situation de mort clinique. Il faut prononcer sa mort clinique. Monsieur Mbachou pense également qu'il faut enterrer Camerco au plus vite. On a quand même de nouveaux médecins. Est-ce qu'ils peuvent, à travers les bistouris qu'ils ont avec eux, redonner vie à Camerco? On doit y croire? Monsieur Michel Ngacho, la voiture du nonce apostolique qui devait dire la messe pour la mort a eu un éclatement de roues. Ça veut dire quoi? Quand même la messe, on ne peut pas dire. Merci. On a le sentiment qu'il faut tourner un film avec Charles Mbachou pour comprendre. C'est le Cameroun, c'est le nom du maître. Merci beaucoup. Allez, allons-y carré. Deuxième sujet, je vous en prie. Oui, on s'intéresse à la gendarmerie nationale qui a mis la main sur des faux promoteurs d'une entreprise de microfinance. Ces 2 hommes étaient spécialisés dans la création des entreprises fictives avec laquelle ils se déplaçaient. Ils ont commencé à Douala. Après avoir escroqué plusieurs commerçants dans les marchés de la ville, ils ont fui et se sont installés à Yaoundé où ils ont recommencé. Sauf que cette fois-ci, ils opéraient plus au marché de Loncac. Après les plaintes des commerçantes de Douala qui avaient été escroquées, ils ont été rattrapés par la gendarmerie nationale à Yaoundé en possession d'1,5 million de francs CFA et des documents liés notamment aux enregistrements des différents clients qu'ils avaient.
Voilà, sans pour autant avoir d'agrément. Pas d'agrément, comment alors ils ont fait pour exister. Ouais. Maintenant, sur la toile, il y a des gens qui disent plutôt que voilà deux génies qu'on aurait pu utiliser, qu'on a laissé devenir des. Charles même Batou a dit malfrats. tout à l'heure que c'est Aladi du marché. Hein? On arrive dans des marchés, on crée Aladi, on vous dit non, vous avez 100 francs donnés, vous avez 200 donnés. Aladi, à notre époque, on ne prenait pas, 5 francs ne cherchait pas son frère. Et on respectait. Hein? On respectait. Et on venait vous donner votre Ouais, mais on vous au marché, à Oui. votre poste. Vous savez, monsieur Michel, Donc c'est le nouveau Aladi alors. Votre Aladi. les choses changeront dans ce pays lorsque le principe de parapluie, le principe de Godas aura disparu. Merci Dominique Audrey. J'étais avec un frère il n'y a pas longtemps qui a voulu me faire plaisir pendant les fêtes. Il a acheté une bouteille de whisky dont je vais taire le nom, M. Michel Ngachou. Lorsqu'il ouvre et qu'il sert, il se rend compte que c'est un condensé d'écorce. Un condensé d'écorce qui était à l'intérieur et qui, vous riez, et qui était très loin de ce whisky qui tenait à vous. Malheureusement, il a acheté haut de gamme. Il a acheté 18 ans. dans une maison et chez un ami. Aussitôt, il a appelé l'ami. L'ami lui a dit que ne parle pas, viens. Viens chercher la bouteille. Ouais, comment les enfants là t'ont donné le stock, viens. Alors, vous imaginez quand vous allez arriver, il est l'ami d'un commandant. Il est l'ami d'un commissaire. Il est l'ami d'un juge. Non, Le pays s'y va où concrètement? Laissez-moi s'ouvrir. Non, pardon, ce pays va où? Bon, on vous a expliqué l'affaire des gars qu'on avait attrapés avec le sceau de la présidence de la République. Oui, oui. Quand on a dit déférer, le téléphone a sonné. Messieurs, envoyez ces gens directement à tel endroit. Et qui les a attrapés? Un colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Voilà. Donc c'est lui qui envoie directement les rapports à la présidente de la République. Regardez que jusqu'à ce niveau, on influence. Vous pensez que ces gars ont commencé à travailler sur le terrain sans qu'on ne sache, une personne ne sache, avec le renseignement qu'on dit 13 infiltrés au Cameroun? C'est pour ça. Le Congo, Mais oui, mais ils ont réussi à... On vous dit qu'ils ont collecté dans 3 villes. 3 villes. Donc Douala était la deuxième. Après Douala, ils sont en route pour Yaoundé. Mais monsieur Michel Ngachou, on a eu Mekit, on a eu Mekit, on a eu la MIDA, on a eu comment vous appelez ces différentes structures qui agissaient sous les yeux. Passez à l'heure actuelle au marché Noudaido. Vous avez 17 Aladi au marché Noudaido, 17 Aladi. Ils ont passé faire là. J'appelle Aladi pour que les femmes qui nous regardent comprennent. 17 Aladi. Partout ici, là, vous avez des gens dans les entreprises, les responsables commerciaux qui jouent le Aladi. Quand ça arrive, on dit Aladi, viens, voilà mes 1000 francs. Voilà mes 2000. Les gens cotisent chaque jour. À la fin du mois, on prélève le quota, on le verse le reste. Toutes les fins du mois, on prélève le quota. D'autres, on arrive, on dit que c'est tous les 3 mois. Certains, c'est tous les 5 mois. D'autres, c'est 6 mois. D'autres, 1 an. C'est comme ça. Oui, les gens disent que ça permet de réaliser des projets. Pour certains, ça marche, pour d'autres pas. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui que le ministre des Finances s'intéresse à ce type d'activité informelle pour essayer de réguler le secteur de la finance? Mais tous les jours, on parle, monsieur Michel, mais on a l'impression que pendant qu'on est en train de parler, ils écoutent Mozart. C'est comme si c'est même le Merci beaucoup. Et bien, dans un instant, on va retrouver Consti Lamine. Mais avant Consti, il va falloir rappeler quand même qu'il y a ce document qui fait le tour des réseaux sociaux où les frères camerounais qui ont choisi de se mettre de l'autre côté en ce qui concerne la sécession sont en train de menacer à travers un document l'organisation du Chan au Cameroun, demandant à la CAF de ne pas valider l'arrivée des joueurs qui vont se rendre dans les stades de Limbe et Boya pour vivre la compétition de ce côté. Sinon, ils verront ce qu'ils verront. Ben, c'est une situation quand même qui inquiète énormément et qui entache réellement l'image du Cameroun de l'intérieur, même comme à l'extérieur. Ces joueurs viendront-ils justement au Cameroun? Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec, je crois que c'était l'équipe togolaise ou béninoise en Angola, justement dans le Cabinda, effectivement.
ne faudrait pas que l'on vive ces réalités au Cameroun et nous interpellons au plus vite le ministère des Sports et de l'Éducation physique à bien sûr se prononcer sur cette question au plus vite. Constille Lamine, nous vous retrouvons à nouveau cette fois-ci avec Von Bio. Bien entendu, donc juste une information très capitale ce matin. Nous rappelons à tous les consommateurs du Von Bio, les anciens comme les nouveaux, que vous avez une promotion spéciale sur le Von Bio Oméga 3 jusqu'au samedi 23 janvier 2021. Les laboratoires Celorex, qui sont les laboratoires, bien sûr, qui mettent à notre disposition ces compléments alimentaires, ont décidé de commun accord avec le concept Salaka d'accorder une réduction de 500 francs sur le prix de 6 000 sur le Von Bio Oméga 3 jusqu'au samedi 23 janvier 2021. Vous achèterez le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs, la boîte de 30 gélules. Donc, à l'endroit de tous les consommateurs du Von Bio Oméga 3, à l'endroit des nouveaux consommateurs, c'est donc l'occasion plus que jamais de passer votre commande et d'acheter autant de boîtes dont vous avez besoin, que ce soit pour vous-même ou alors pour offrir à vos proches et amis. Donc, ne l'oubliez pas, votre boîte de Von Bio Oméga 3 jusqu'au samedi 23 janvier 2021, vous l'avez à 5 500 francs. Ce prix est valable pour tous les consommateurs du Von Bio Oméga 3, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon. Il suffit tout simplement d'appeler le concept Salaka et de passer votre commande pour avoir le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. Je dis bien jusqu'au samedi 23 janvier 2021. Le Von Bio Lotion est également en vente du côté du magasin 1001 Tapis. Je rappelle également à tous nos téléspectateurs qui nous regardent pour cette année 2021, soyez conscients, soyez prudents, soyez prévoyants. Évitez la facilité, évitez d'acheter n'importe quoi. Vous avez des hémorroïdes, vous connaissez ceux qui en souffrent. Alors la solution, c'est avec cette pommade 100% naturelle que vous retrouverez également au magasin 1001 Tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez votre pommade contre les hémorroïdes. Nous livrons dans tout le Cameroun, nous livrons dans certains pays africains. Cette pommade, elle est efficace, elle est prouvée. Plusieurs personnes ont retrouvé le sourire en utilisant cette pommade qui est vendue au magasin 1001 Tapis. Beaucoup, merci Constille Lamine, merci au Cameroun entier, merci au peuple camerounais. Faites la politique, sinon la politique va vous faire. Pire des cas, la politique va vous broyer. Ouvrons les yeux. À demain 10h.